Non, j'écouterai plus des personnes me dire ce que je suis, qui je suis, ce que je dois faire. J'ai j'ai grandi dans une famille, heu, avec une mère dure, un père qui était là. J'ai 3 sœurs, je suis l'avant-dernière. Hem, j'ai grandi étant une fille très, très, réservée. J'avais mes sœurs, mes cousins, je m'amusais beaucoup avec eux, mais je m'amusais beaucoup toute seule. J'aimais être dans mon coin. Pourquoi? Parce que j'avais très peur de ma mère. C'est une femme que je respectais beaucoup, mais j'avais peur d'elle. Et malheureusement, j'ai pas eu ce lien qui faisait que je pouvais tout lui dire, en fait. Je pouvais aller vers elle pour lui raconter, comment j'étais, de quoi j'avais besoin en tant que femme, en tant que fille. Ce qui fait que, j'ai cherché ça ailleurs. J'étais beaucoup avec les amis et je recherchais ça beaucoup d'affection auprès de jeunes hommes, qui avaient compris également que vraiment j'avais besoin de cette affection-là. Malheureusement, j'étais, une proie, on va dire, parce que je donnais beaucoup de moi, mais je recevais pas ce que je donnais. Mais c'était pas grave, parce que j'aimais bien être seule de mon côté et comment dire ça? J'avais besoin d'amour, mais je l'avais pas. J'avais pas cet amour et c'est vrai quand on est une jeune fille et qu'on n'a pas cette connaissance avec, sa mère, on n'a pas ça, même quand on parle de je sais pas, on peut pas parler de, voilà, la rencontre avec un jeune homme parce que moi quand j'ai grandi, ma mère elle me disait: «Dès qu'on tousse, j'espère que tu es pas enceinte». C'est la phrase qu'on nous dit. En fait, quand nous les jeunes faut pas que je sois enceinte. En fait, il fallait pas qu'on soit enceinte. Quand tu es malade, tu prends le Doliprane, mais faut pas vomir. Parce que quand tu vas vomir, on va te dire: «J'espère que tu es pas enceinte». C'était tout, c'était juste cette injonction-là. Donc on savait même pas comment on faisait pour tomber enceinte. Donc les jeunes hommes dehors, un peu nous blaguer. Il y avait pas cette connaissance-là qu'on a aujourd'hui et j'ai cherché ça, malheureusement j'ai pas. J'ai grandi comme ça. J'ai évolué. J'allais à l'école, moi je me battais beaucoup parce que, bah, justement j'avais pas cet amour-là et donc je me déchaînais sur les autres, sur les élèves. Donc j'étais, un peu un garçon manqué, mais féminine quand même et jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'étais, j'étais comme je dirais pas orpheline, j'avais ma mère que je respectais, que j'aimais, mais pour moi c'était comme une marâtre en fait. J'avais tellement peur d'elle que j'avais pas c'était pas de l'amour, c'était de la peur. Et j'osais rien lui dire parce que dès qu'on faisait une bêtise, c'était, bah, comme tout parent africain, c'était, on vous blâme, on vous tape et j'ai recherché cet amour-là. Mais les années sont passées et avec les amis, j'ai des très bonnes amies qui sont devenues des sœurs, vraiment des sœurs aujourd'hui et grâce à elles, j'ai pu grandir, j'ai pu avoir trouvé un autre amour de ce côté-là, même si j'avais vraiment besoin de cet amour maternel et on a évolué ensemble, on a évolué ensemble, les années sont passées, on a grandi. Une anecdote pour justement que quand on était jeune, j'avais pas le droit de sortir. Jusqu'à l'âge de 18 ans, ma sortie c'était tu dois rentrer à 17h30-18h. Donc ce que je faisais, nous, avec mes copines, on disait qu'on finissait tous les jours à 18h pour pouvoir sortir, les jours où on n'avait pas école et je me rappelle à l'âge de 20 ans, je commençais à sortir, à aller dans les fêtes et tout et je disais à ma mère pour pouvoir aller dans les fêtes, je vais à des anniversaires et mon père, un jour, il a dit cette phrase: «Ah! Mais Natacha, toi tu as 52 copines». Comprendre que chaque Chaque semaine, semaine, c'est c'est l'anniversaire de tes amis. Cette phrase, elle m'a marquée parce qu'on est obligé de dire qu'on partage des anniversaires. Mais ma mère, en fait, c'est comme ça qu'elle nous élevait. Pour elle, c'était pas mal, tu vois? C'était pas mal, c'était vraiment, on doit éduquer les enfants vraiment d'une façon stricte. Elle le voyait pas du côté, «Je vais vous détruire», en fait. C'était pas méchamment. C'est comme ça on m'a appris, c'est comme ça que je vous apprends et une chose qui m'a vraiment touchée quand j'étais, quand j'ai eu 18 ans, c'est que ma sœur de cœur, ma meilleure amie, elle est née en octobre. Moi, je suis née en décembre. Donc on a 2 mois d'écart. Elle a fêté ses 18 ans
dans une salle dans la ville où on était. Mon cousin, pour vous dire, qui est 1 an de plus que moi, il était. Tous mes amis y étaient, mais moi, parce que j'étais mineure, j'y suis pas allée. Ça m'a marquée parce que j'étais pas majeure et pour les Africains, si tu es pas majeur, tu sors pas. C'est logique. Même s'il y avait tous mes amis qui étaient là-bas, j'étais pas majeure, donc j'y suis pas allée. Ça m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Mais et j'ai avancé comme ça et comme je dis, après on a commencé à sortir avec les amis et tout ça et ben, rencontrer des jeunes hommes, avancer tout ça et un jour, j'étais en discothèque. À l'époque, ça s'appelle cette boîte de nuit à Austerlitz là, l'Atlantis Club et on y allait avec mes copines et tout et un jour, on a fait un pari parce que non, moi, j'étais très réservée, donc on a fait un pari. Malheureusement pour moi, elles ont dit, «Ben, on va faire un pari, on va le prochain mec qu'on va draguer, ça sera notre amoureux». Chacune a dragué, dragué, dragué et moi, il fallait que je tombe sur un jeune homme. Je tombais sur le jeune homme que j'appellerais Franck. Je suis tombée sur le jeune homme, on s'est bien entendu, ben, ça on a commencé une relation. J'aurais pas dû commencer cette relation. Ouf! Dans cette relation, ben, j'avais une vingtaine d'années, 19 ans, 20 ans. 20 ans, commencé une relation avec, un jeune homme bah, qui sortait, qui avait beaucoup de petites amies. Auparavant, bah, comme je disais, je sortais et comme on nous a pas appris ce que c'était que rencontrer, aller avec des jeunes hommes, bah, on le découvre sur le tard, hein. Donc c'est vrai que j'ai été avec des jeunes hommes et j'ai des jeunes hommes, oui, des jeunes hommes et en particulier, malheureusement, je suis tombée enceinte. Au bout de quoi? Tout de suite, 3 semaines, 3-4 tout de suite. Franchement, j'ai su que j'étais enceinte tout de suite. Je l'ai senti physiologiquement que j'étais enceinte. Je lui ai dit: «Je suis enceinte» et il m'a dit: «Ben, enlève». Et en fait, c'est comme si j'étais une autruche, en fait. J'ai fait l'autruche. J'ai dit: «Vas-y, ça existe pas» et quand je l'ai dit, parce que je l'ai pas dit à ma mère. J'avais tellement peur, en fait, à l'époque. Mais à l'époque, on avait besoin de l'autorisation des parents pour le faire. Aujourd'hui, tu pars, même tu t'appelles ta copine, tu pars, il y a pas de problème. À l'époque, c'était et je trouve ça bien aussi qu'il faut avoir l'autorisation de ses parents pour le faire quand tu es, quand tu sais pas. Donc j'ai dû, enlever cette grossesse. Je crois que quand j'ai enlevé cette grossesse, j'en ai voulu à ma mère. J'en ai voulu. Je pense qu'avec les coups et tout, c'était pas de l'amour que j'avais pour elle, comme j'ai dit, c'était du respect. Mais là, c'était devenu de la haine. J'en ai voulu pendant des années. Parce que je me suis dit: «Bah, pourquoi, en fait?» Elle, c'était pour me protéger. Parce que pour le regard elle, dans son esprit, c'est le regard des autres. C'est normal, eux, c'est le regard les parents africains, c'est le regard des autres et je le comprends aujourd'hui. Mais là, je lui en ai voulu. Parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées, et plus ça, c'était la goutte d'eau, en fait. Mais j'ai passé ça et comme je disais que j'étais une personne très réservée, j'ai gardé tout ça en moi. Tout ça, je le garde en moi. Toutes ces douleurs, je les garde en moi, j'en parle à personne. Je et les pourquoi gardais que en moi. tu as pas dit, en fait? Non. J'ai pas dit? Tu l'as enlevé? Je Tu Oh, as gardé l'information pour toi? oui, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Je l'ai Donc je enlevé. lui dis, elle n'a pas dit à ta Si, mère? si, j'ai dit. Si, elle a eu l'autorisation, ils sont partis l'enlever. Oui, Ah, j'ai eu OK, l'autorisation pour et c'est pas l'enlever. ce qu'elle voulait. Ouais. OK, OK. Et du coup, comment ça s'est passé, en fait? Ta mère, comment est-ce qu'elle a réagi? Mais en fait, on n'en parle pas. On parle pas, en fait. Tu sais, dans nos communautés, c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on parle pas de ça avec nos parents. On parle de l'école, travaille bien à l'école pour réussir, c'est tout. Travaille bien à l'école, ne vois pas les garçons, point. Il y a pas de: «Tu sais, si tu vas avec un garçon, c'est faut pas faire ci, faut pas faire ça». Parce que eux, pour eux, c'est je sais pas, pour eux, c'est peut-être automatique pour eux, mais si on te menace, tu vas pas le faire. Mais ce qu'on te dit de pas faire, c'est ce que tu fais. Moi, j'ai fumé pendant des années. J'ai fumé pendant des années parce que mon père, il fumait et j'ai fumé parce que
J'avais un cousin, il m'a dit: «Bah, viens, tiens, on va fumer». J'ai fumé pendant des années. Mais on va dire: «Arrête de fumer». Mais non, c'est pas comme ça. Quand les gens ils disent: «Oui, il faut arrêter de fumer», c'est pas facile d'arrêter de fumer. Mais moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Parce que comme je suis une personne très spirituelle, vraiment par rapport à la croyance et tout. Mais sinon, je fumais énormément. Pourquoi? Parce que j'avais ce mal-être en moi. J'avais besoin de le ressortir, de dire: «Voilà, il faut que ça sorte», mais ça sortait pas. Il y a des gens, ils vont se scarifier, moi, c'est pas mon truc, scarifier. Il y a des gens, ils ont besoin de rechercher ça quelque part, dans l'alcool. Moi, c'est la cigarette, pendant des années. Je peux dire, j'ai fumé pendant 15 ans, tu vois? Et donc je reviens à l'histoire du jeune homme, donc que j'ai, rencontré. Heu, il vivait avec sa mère, il avait des sœurs et moi, je pensais que c'était un jeune homme bien, en fait. Parce qu'au début, on partait chez sa mère avec ses sœurs, on discutait ensemble. Je me suis dit: «Ah bah, c'est un jeune homme bien», mais en fait, au final, eh bah, toutes les filles, elles partaient chez sa mère avec ses sœurs. Je dis: «Bah, c'est pas normal quand même» et c'était des va-et-vient, des va-et-vient. Alors que quand on s'est rencontrés, pour moi, je suis une personne, j'aime pas les histoires où tu es avec telle personne, l'autre avec telle personne, j'aime pas. Moi, je suis fidèle, tu es fidèle. Et donc j'entends une jeune fille qui m'appelle. Elle me dit: «Oui», c'était à l'époque, on avait des portables, ça arrivait. Elle m'appelle, elle me dit: «Oui, je suis Natacha». En plus, elle s'appelait comme moi, Natacha. Je dis: «Ah, bah, moi aussi je m'appelle Natacha». Elle me dit: «Oui, je suis la petite amie de telle personne». Je dis: «Ah, moi je suis pas au courant, si c'est comme ça, bon, c'est bon, j'arrête». Elle me dit: «D'accord» et tout. Mais au final, non, parce qu'après il m'a appelé: «Non, ouais, on est jeunes, donc on croit tout, on est Quel naïf et âge? tout». Quel âge Heu, son âge? 20 22, ouais, 22, 23 ans, on est naïf à cet âge-là, donc et donc relation, ben, de jeunes, hein, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. Mais ce qui était bien, c'est que moi, j'avais commencé à travailler. Moi, je rigolais. Ce qui était bien chez moi, c'est que pour le travail, je suis posée. Je travaille, ça, j'aime le travail et ce côté-là, c'est le côté qui a été donné par ma mère. Chez nous, ton premier mari, c'est ton travail. Donc tout ce qui était travail, je me dis vraiment, j'étais vraiment, dedans. Les études, bon, à un moment, j'ai réussi à fuir les études, même si j'aimais beaucoup. Hem et donc avec ce jeune homme-là, bah, on a continué et à un moment, c'était à mon anniversaire, je me souviens. Ça m'a marqué pourquoi? Parce qu'on est partis ensemble acheter ma robe d'anniversaire et le jour de mon anniversaire, elle avait disparu. Plus un mot, plus rien. Numéro qui passe plus, plus rien. La relation, elle est finie. Je dis: «OK, ça passe, ça évolue». Ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient et au final, il est revenu et on a dit: «Bon, on va continuer, on va reprendre». Mes parents, ils le connaissaient parce que ils venaient, ils repartaient, mais c'est la même personne qu'ils voyaient et ils ont dit: «Bon, ben», on a décidé d'aller ensemble, de commencer à chercher, à aménager, tout ça et malheureusement, je dirais malheureusement parce que j'étais pas prête. Je suis tombée enceinte, mais je savais pas. Je suis tombée enceinte, mais je savais pas et là, heu, j'ai mal au ventre. J'ai mal, j'ai très mal, je sais pas pourquoi j'ai une douleur pas possible. Je suis au travail, je sors du travail, j'ai mal au ventre et tout. Donc je vais en urgence chez mon gynécologue, un homme adorable. Il me dit 21h30, il me dit: «OK». J'arrive à son cabinet, il y a du monde, mais tellement il est bien, il y a du monde dans son cabinet à 21h30. Donc 21h30, quand il me consulte, il est peut-être 22h30. Il me dit: «Je vous fais une lettre, vous allez d'urgence, heu, à l'hôpital, aux urgences. Parce que là, si vous y allez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir parce que vous êtes en train de faire une grossesse extra-utérine». J'ai 23 ans, moi je connais pas la grossesse extra-utérine. Et je dis: «Bon, je cours, je rentre chez moi». Et je dis à ma mère: «Ah maman, je dois aller aux urgences». Ma mère elle me regarde, elle croit que je blague. Elle croit que j'ai envie de sortir. Je dis: «Maman, je dois sortir, je vais aller aux urgences et tout». Elle dit: Aux urgences pour faire quoi?» Si le docteur a dit: «J'allais aux urgences». J'ai dit: «Quel docteur toi tu as vu quel docteur à cette heure-ci?» «Voilà, aux urgences». Dis que tu veux descendre pour aller parce que ma meilleure amie elle habite, moi j'habite au 8e, elle habite au 5e. Donc elle a pas compris en fait, parce que même moi comment je racontais, c'était pas comme si j'étais tellement choquée que je disais pas: «Ouais, je vais mourir». Je lui ai dit: «Oui, il a dit: "Il faut que j'aille aux urgences"». Je dis: «Allez, vas-y, va en bas, va chez ta copine, si tu as envie d'aller chez ta copine, va chez ta copine». Elle a pas compris, personne n'a compris. Donc je suis partie, je suis partie chez ma copine et là, elle était pas là elle.
Donc il y avait sa petite sœur qui était là, je lui dis: «Vas-y, accompagne-moi, à la gare». Elle m'a accompagnée à la gare parce que l'hôpital, il est pas dans la même ville. Je dois prendre la gare, c'est 2 arrêts après. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit: «On vous arrête tout de suite là». On monte, montez en chambre, il lit la lettre, il dit: «Demain matin, 7 heures du matin, bloc opératoire, on enlève la trompe, tu montes dans la chambre», et le lendemain, ma mère, elle dit: «Mais attends, elle est pas rentrée?» Dans son esprit, elle croit que je suis en bas pour elle. Je dis: «Mais elle est pas rentrée?» Ma sœur a dit: «Non», parce que là, j'étais avec ma petite sœur. Ma sœur a dit: «Non, elle est pas là, bah, elle doit être en bas». Et donc ma mère a dit: «Bon, va voir, en bas si elle est là». Ma petite sœur, elle descend, elle dit: «Mais non, elle est pas en bas». Donc ma mère, elle va, elle dit: «Mais elle est où?» Et donc la petite sœur de ma copine, justement, elle dit: «Mais non, je l'ai accompagnée hier». Elle dit: «Ah! Donc c'était vrai!» En fait, elle s'est dit: «Mais moi, je pensais qu'elle venait ici, en fait, elle voulait sortir, comme elle dit: «Je vais j'ai un anniversaire ou je vais chez ma copine», et je pense elle disait: «J'y ai même pas pensé, je me suis même pas doutée que c'était un truc vraiment très grave». Et donc quand c'était le moment de sortir, donc tout le monde vient, bah, ils viennent tous, à l'hôpital pour me voir. Et donc ils sont tous là et il y a le médecin qui arrive. Le médecin aussi. Les médecins, normalement, il y a quoi? Devoir de confidentialité, non? C'est un secret médical, normalement. Le médecin, il arrive dans la salle, il y a tout le monde qui est là, les tantes, les cousines, tout le monde, les sœurs. «Ah oui, ah vous êtes là, d'accord. Ah mais elle a eu une grossesse utérine, on lui a enlevé la» devant tout le monde. Mais imagine maintenant dans la salle, il y a des gens qui étaient pas bien. Imagine. Devant tout le monde, tu viens dire ce que tu viens de faire comme opération. Dis juste: «L'opération s'est bien passée», point, tu continues. «Non, voilà, voilà». Je dis: «Mais» enfin bref. Ma mère, elle a dit: «Ah, il mérite bien son nom, il mérite bien son nom, son» je peux pas dire son nom, mais elle dit: «Il ressemble à son nom». Donc après, donc ça se passe, on commence à chercher nous, le jeune homme, on commence à se dire: «Bon, bah, plus le temps il avance, en plus il y a ça qui s'est passé, on va commencer à chercher quelque chose pour se mettre, ensemble», malgré tout, parce que moi je suis une personne très utopique. Je crois en l'amour, je crois en la vie et je vois que du bien chez les gens et hem et commence à chercher des années après. Là, je rencontre, comment dirais-je? Trouve un nouveau travail. Je commence un nouveau travail, on est là, lui aussi il a un travail. On commence à chercher l'appartement et Attends un peu. ouais. Comment ça se passe l'opération? Qu'est-ce que tu Comment les ressens? gens réagissent? Comment tu te sens, tout ça, En avant, après, comment les gens réagissent? en fait, quand l'opération se fait, quand il le dit, tout le monde demande au médecin. Tout le monde. Alors mais comment ça va se passer après? Parce qu'on n'a jamais eu. Ça, il a dit: «Non, vous inquiétez pas, même s'il y a eu cette opération-là, elle pourra avoir des enfants encore». C'est la première question que les parents ils ont posée. C'est Parce que l'opération, il consiste en quoi? enlever la trompe. Parce qu'en Il faut fait m'expliquer. tu vois, J'imagine quand que tu comprends, mais c'est vrai. grossesse extra-utérine, en fait, c'est, quand l'œuf, il a été fécondé, mais normalement, il doit passer par la trompe pour descendre dans l'utérus. Mais l'œuf, il est resté dans la trompe. Donc il a grossi dans la trompe. Et quand il a grossi dans la trompe, elle est petite, elle est fine, ça peut pas grossir dedans. Donc si on ne soigne pas, si ça explose, tu peux mourir. Tu peux mourir parce que ça va exploser et tout va partir dans ton corps et ça peut créer des maladies, qui vont te tuer, en fait. Et donc tu es obligé de l'enlever. Mais quand tu enlèves la trompe, tu as 2 trompes, il t'en reste une. Si l'autre, elle a un problème, tu deviens stérile automatiquement. Mais si l'autre, elle est bien, tu peux encore avoir des enfants. C'est pour ça que ils ont demandé au médecin: «Est-ce comment ça va se passer?» Donc le médecin a dit: «Non, comme il reste encore une trompe et que sa trompe, elle est bien, il y a pas de problème. Elle aura encore des enfants». Et là, tout le monde est rassuré, les mamans, les tantis, tout le monde. Donc on s'en va et à l'époque à l'époque, j'étais une personne vraiment musclée, j'avais des abdos et tout, donc ça allait. La cicatrice, elle s'est bien cicatrisée, donc j'ai repris le travail peut-être une semaine après, ça allait très bien. Et donc la vie, elle a continué. Moi j'aime, bah, le shopping, je fais le shopping avec mes copines, on sort. Pareil, la vie continue. On passe à autre chose, en fait. Et 1 an après, dans tout ça là, un jour comme ça, moi je suis une personne, je connais mon corps et quand je suis tombée enceinte, je l'ai su. Je dis: «Non, il y a quelque chose qui va pas», donc je suis partie faire le test, on dit: «Tu es enceinte». La deuxième et là, dans mon esprit, qu'est-ce que je pense? Je commence à paniquer parce que je me dis: «Si j'ai une grossesse extra-utérine encore?» Je commence à paniquer et donc
Et spirituellement, j'ai une voix qui me dit: «Non, ça va bien se passer, t'inquiète pas, mes amis, tout ça». Ça, Mais c'est après combien de temps? c'est l'année d'après, un an après, un an après, Avec la même avec personne. la même personne, avec la même Donc personne. depuis le début, en fait. Non, la première c'est pas avec la même personne. OK. Ah! Vous Ouais. n'avez pas compris ça. Non, la première c'est pas avec la même personne. Vous n'avez pas C'était avec compris un ça. autre jeune homme. C'est une autre personne. Ouais. Attends de le dire. Et donc il y a tellement de on pense à on n'y pense plus, en fait. Donc moi, ils m'ont dit: «Non, tout le monde m'a rassuré. Non, le médecin t'a rassuré, c'est bon. Tout est bon, il y a pas de problème». Mais je dis: «OK». Donc mais moi, j'ai cette voix quand même qui me dit: «Fais attention». Mais j'ai peur, mais qui me dit: «Non, ça va bien se passer», mais j'ai quand même peur. Et un jour, j'ai genre une toute petite douleur, mais on dit: «Précaution, je vais à l'hôpital». Et là, à l'hôpital, je tombe sur des jeunes personnes qui me disent: «Mais non, ça se passe bien et tout, rassurez-vous, regardez les taux, ils sont bons et tout, allez-y, vous pouvez rentrer chez vous, c'est normal». Je dis: «OK, d'accord», donc la vie continue. Quelques semaines après, rebelote. Je re Même hôpital, je repars. Elle me dit le matin, elle me dit: «Non, non, non, ça va, il y a pas de problème». «Non, on voit rien, pour nous tout est bon, hein, ça, y a pas de problème». Je dis: «Vous êtes sûrs?» En plus, je leur explique: «L'année dernière, j'ai fait une grossesse extra-utérine, voilà». «Non, non, non, il y a rien». Je dis: «Vous êtes sûrs?» Ils me disent: «Oui, oui, je suis sûre». Moi je dis: «C'est les médecins, ils savent, ils connaissent là». Je suis partie au moins 3 ou 4 fois parce que j'avais des douleurs, mais en prévention. Moi je me dis: «Vaut mieux partir en prévention, on sait jamais». Et eux, ils disent: «Non, non, ça va, ça va». Un jour, je vais au travail un matin, je tombe vraiment, je vais quand on va aux toilettes, vraiment, je vais aux toilettes et c'est comme si on m'a coupé les jambes. Je suis tombée par terre, j'avais trop mais j'avais mal. Ah, j'avais mal. J'avais vraiment mal. Quand je suis arrivée et quand je suis sortie des toilettes, j'avais mon responsable. Non, ah non, tellement bien, il a vu ma tête. Il m'a dit: «Non, non, ça va pas. Va voir le va à l'hôpital, ça va pas du tout. Non, non, ça va pas». Je suis partie, j'arrive à l'hôpital, même hôpital encore, urgence. Urgence, je suis restée de 11h à 19h. Urgence. Il passe, il repasse, il passe, je suis à côté, il passe, il repasse, il repasse. Ah! Maintenant, en fait, le matin, non, c'est à l'urgence, c'était les internes. Parce que les médecins, ils arrivent vers 10h, 11h comme ça. Moi, je savais pas à l'époque, je connaissais pas. Donc ils arrivent vers 10h, 11h et lui c'est les internes. Quand le docteur est arrivé, le professeur est arrivé, que lui, il a commencé à faire les examens, il a regardé, il a dit: «Mais on vous garde». Ah, déjà quand j'ai entendu: «On vous garde», ça a commencé à m'énerver. Je me suis dit: «Peut-être qu'il y a un problème, mais je c'est pas ça». Mais maintenant, quand il a sorti la phrase: «Grossesse extra-utérine», là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru là, c'est comme si ah oui, là, c'est comme si c'est une bombe, en fait. Je crois que j'allais mourir, vraiment, c'est le terme. Parce que je vous ai dit, c'est pas comme si vous l'avez devi je vous l'ai dit, je suis venue plusieurs fois. Je vous l'ai dit, Même hôpital. même hôpital. J'ai déjà eu l'année dernière. Il m'avait dit: «C'est bon». Il me dit: «Grossesse extra-utérine». Je dis: «OK». Mais moi, le choc n'est pas encore arrivé, le plus dur. Là, c'est un choc, hein. On me dit: «On vous garde, on doit vous opérer». OK. Donc on me garde et donc Franck, il vient, parce qu'il sort du travail, il vient. On nous monte en chambre et tout et et moi, j'avais pas le droit de manger parce qu'on m'opère le lendemain et il va faire quoi? Il va acheter à l'époque, il y avait le KFC. Il va acheter du KFC et il mange et moi, j'ai pas le droit de manger et je le regarde. Je dis: «Mais ça se fait pas, en fait» et lui, il mange. Bon, après ça se passe. Je dis: «Mais déjà, ça se fait pas. Mange au KFC au pire et tu reviens. On te dit que la personne doit pas manger». En plus, le KFC, c'est à l'époque, j'aimais trop le KFC parce que Trop bon ça. c'était trop bon et donc le matin, on reste là, on passe la soirée là et le matin, ils me descendent au bloc. Donc ils m'opèrent et je remonte et donc là, lui aussi, il revient, quand je remonte, il revient et là, la chirurgienne, elle vient et c'est une femme, elle a en fait, comme c'est une femme, on voit l'empathie sur son visage. Ça se voit. Elle me regarde et me dit: «Vous avez quel âge?» Moi, en fait, déjà, à la base, je faisais pas mon âge quand j'étais jeune. Jusqu'à l'âge de 22 ans, comme ça, à chaque fois, j'allais en discothèque, on me demandait ma carte. Même plus, hein. On me demandait ma carte d'identité alors que j'étais plus vieille que tous ces que mes petites sœurs, par exemple. On me demandait ma carte. On me dit: «Vous avez quel âge?» Je dis: «J'ai 24 ans».
Elle me regarde vraiment avec de l'empathie. Elle me dit: «Ben, vous enlevez votre deuxième trompe, donc à partir de là, vous êtes stérile». Je dis: «Quoi?» «Beh, si tu me dis stérile, explique-moi, je sais pas ce que c'est». Je dis: «C'est quoi stérile?» Elle me dit: «Bah, à partir de maintenant, vous pouvez plus avoir d'enfant». Je dis: «Quoi?» Elle me dit: «Non, vous pouvez plus, c'est fini. Vous pouvez plus avoir d'enfant naturellement». Moi, tu me dis naturellement, je comprends pas à 24 ans, ça veut dire naturellement. Tu me dis: «Je peux plus avoir d'enfant», je peux plus avoir d'enfant. Mais naturellement, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le mot «plus avoir d'enfant» qui est dans mon esprit. Et là, c'est comme si on avait éteint la lumière, en fait. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Tout ce qu'elle a dit, j'entendais plus. Pour moi, maintenant, à partir de ce moment-là, c'était: «Je vais avoir des enfants». En fait, c'est même plus ce qu'elle disait, je m'en foutais, en fait. Je dis: «Je vais avoir des enfants et je vais en avoir, tu verras». Elle me disait: «Oui, mais en fait, il faut passer par la procréation médicale». J'entendais plus tout ça. Procréation médicale, je suis là: «Je vais avoir des enfants» et c'est devenu mon obsession, en fait. C'est devenu mon obsession, j'étais comme un zombie. Tout ce que tu dis, parle plus, ça m'intéresse plus. Je vais avoir des enfants. Et lui, il était assis à côté, normal, tranquille. Il était assis à côté. Il a très bien compris. En fait, tout ce qu'elle disait, lui, il enregistrait tout. Il a très, 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 très bien compris. Très bien. C'est un Africain. Il a très bien compris. Quand elle a dit: «Je peux plus avoir d'enfant», bah, c'est devenu un chantage. Dès qu'on est sorti de l'hôpital, on est parti chez lui. J'avais une soirée après, parce que je suis partie à une soirée en plus, hein, le jour même je suis sortie de l'hôpital. Je viens de me faire opérer et je vais à une fête, avec les cicatrices là. Je vais à une fête. C'est sérieux? C'est la dépression, ça. Je Ça suis partie. commence. Je viens de me f J'avais les cicatrices, je suis partie à un mariage, habillée et je suis partie chez lui pour m'habiller. Mais Franck, franchement, je peux tout lui reprocher. Je vais lui reprocher énormément de choses là, tout de suite. Mais la seule chose que je lui reproche pas, c'est qu'il a gardé ça pour lui. Il l'a pas dit à sa famille. En tout cas, ils m'ont pas fait le reproche. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tout ce que je dois ce que je peux dire te mettre à son bénéfice. Et quand on est arrivé chez lui, ses parents, bah, ils m'ont vu, j'étais comme ça, j'avais mal. Ils m'ont dit: «Qu'est-ce qu'elle a?» Il a dit: «Elle s'est fait opérer de l'appendicite. Elle s'est fait opérer de l'appendicite». Donc pour les gens, c'est normal, bah, tu vois, opérer de l'appendicite. Mais la fille, elle s'est opérée de l'appendicite, mais elle sort le soir habillée, sapée, maquillée. Elle va en f On a pris une voiture, on est parti à la soirée. J'ai passé la soirée et je dansais, j'avais mal, des fois j'avais mal, mais je voulais pas que les gens ils le voient, donc j'avais mal, mais et le lendemain, je l'ai montré à ma mère. Choc. Quand elle a vu la cicatrice, ça saignait. J'étais danser, faire la fête. Elle était choquée. Elle a vu la cicatrice, elle a dit et j'ai vu dans son visage, c'était, pas la c'est pas la peur, c'est, comment je peux dire ça? C'est: «Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? En fait, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Qu'est-ce que tu vas faire?» Parce que là, maintenant, c'est un combat qui commence. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que pour dans l'esprit, je suis là pour ça, en fait. Et donc Franck, il a compris. Ça, C'est c'est on est pourquoi? on je vais me marier, je vais avoir des enfants, on va c'est ça, en fait, la logique. On se marie, on vit ensemble, on se marie, on a des enfants. Mais toi, tu vas dans la communauté africaine, toi, tu vas te marier. Bon, la suite, c'est quoi? C'est ça, la suite. Toi, tu vas servir à quoi après? La suite, il y a pas. Toi, ça s'arrête. Il y a pas de suite, c'est la fin. Donc elle était choquée, elle était là, bah, non, on va dire, bah, c'est logique. On est restés comme ça. Je suis partie dans la chambre parce que je vais chez mes parents et malgré ça, on est resté avec Franck, on a continué à chercher l'appartement, hein, normal et tout ça et à l'époque, j'avais un chien. Je me souviens, ce petit chien. À l'époque, c'était mon seul ami, en fait, on va dire ça comme ça, parce que c'est avec elle que je me sentais bien parce que je parlais pas aux adultes, mais je m'attachais au chien et Franck, il m'a bien fait comprendre que, la phrase, ah, il a dit: «Mais tu sais,
quand je parlais beaucoup, mais quel homme voudrait d'une femme comme toi? Quel homme voudrait d'une femme comme toi? Une femme qui veut même pas avoir d'enfant. Quel homme voudrait d'une femme comme toi? Je me rappellerai de cette phrase toute ma vie et il me disait: «Bon, il y a pas de problème. Tes rendez-vous médicaux, je vais y aller». À quelle condition? La condition, c'est que je fais ce que je veux. Si je veux sortir, je sors. J'ai droit en fait, c'est une con on avait un accord, moral, on va dire. Il sortait, il avait des tresses, il faisait n'importe quoi, mais il venait au rendez-vous et moi, mon objectif, c'était quoi? Comme je t'ai dit que quand j'étais avec le médecin, ce que je lui ai dit, c'est quoi? «Je vais avoir des enfants» et quand tu dis la personne qui est là avec moi, qui a vécu ça avec moi, c'est lui, donc c'est avec lui que je dois avoir ces enfants-là, parce que c'est lui qui va m'aider à les avoir, donc laisse-le faire ce qu'il veut. Même s'il sort, même s'il te trompe, c'est pas grave. Mais il sera là. Il va et même s'il est parti en boîte le samedi, dimanche et que tu as rendez-vous lundi 8h, il sera là lundi à 8h. Mais tu sais pas ce qu'il a fait de vendredi à lundi, tu vois? Et moi j'ai accepté, c'est pas grave, ça passe. Et un jour mais au moment où j'ai commencé à dire: «Non, bah, c'est bon, ça me saoule en fait». Je me suis rebellée, très rapidement. Moi je l'ai su j'ai fait l'opération en juin, OK. juin 2001. Non, 2001 là. Juin 2001, j'ai fait l'opération. Et vers octobre en fait, en octobre, j'ai eu un appel d'un bailleur qui me dit: «Ah bah, on vous propose un logement plus grand que ce que vous a» parce qu'on avait trouvé l'appartement entre-temps, donc on vivait ensemble et donc il me disait: On vous a trouvé un appartement et tout, grand appartement et tout» et la chance que j'ai eue, cet appartement, c'était à 15 minutes de chez mes parents et je suis partie le visiter et tout et à partir de ce moment-là, il a changé. Il a complètement changé. Donc là, c'était plus des sorties encore plus, là, c'était vraiment les sorties entre amis, c'était devant moi, il appelait les filles, tu là, vraiment, c'était vraiment, j'avais pas compris. Mais en fait, c'était pour, je sais pas, pour me faire souffrir peut-être. Parce que lui, il s'amusait lui. Lui, il s'amusait. Il s'infligeait rien en fait. C'était moi qui lui, il vivait sa vie. Mais Il mais il y a vivait pas de sa vie. sens. Il vivait sa vie. Pour lui, bah, si tu as tes enfants, tant mieux, si tu les as pas, tant pis, mais moi, laisse-moi tranquille. Pourquoi ne pas te quitter pour faire sa vie plutôt que t'infliger ça? Bah, c'est une très bonne question. Je l'ai jamais su et pour te dire, tellement il voulait me faire du mal, il a kidnappé mon chien. Mais même moi, je disais: «Mais il a kidnappé mon chien». Mais je savais, il était et après, mais c'est mon frère, mon cousin qui est venu il est venu le récupérer. Il m'a fait la misère. Le peu de temps qu'il y avait entre, le moment de l'appartement et où je quitte vraiment l'appartement, il m'a fait la misère. Et là, quand j'ai dit: «Moi, c'est bon, de toute façon, je vais partir», alors là, maintenant sont arrivées la violence, la violence physique. Là, les coups maintenant. Maintenant, c'était les coups sur moi et sur le chien. Mais le chien, il a rien à voir et en plus, le chien, c'était pour moi, c'est comme un bébé. Donc moi, je voulais protéger le chien et quand je ramène ma nourriture, il jetait la nourriture. Je dis: «Mais, j'ai pas compris» et en fait, au final, c'était quoi? C'était qu'il voulait pas déménager. Mais pourquoi tu le dis pas? Il voulait pas quitter sa famille parce que nous, on habite à côté de chez ses parents, de chez sa mère. Mais pourquoi tu dis pas que tu veux pas déménager? C'était pas compliqué, en fait et donc voilà, c'est passé. Ben, après, ça, j'ai été porter plainte. J'ai été porter plainte. Les policiers de c'était à l'époque du commissariat, étaient vraiment des personnes, étaient vraiment des personnes, vraiment très bien. Pour là, c'était très bien formé. Parce que vraiment, on donnait des très bons conseils. Je suis partie, à l'unité, judiciaire, de l'hôpital, pour faire les examens. J'ai eu, je crois 5 ou 7. Là, je crois que c'est entre 5 et 7 jours de ITT ou 8, je sais plus. En tout cas, vraiment, j'ai eu des ITT et mais en fait, je les ai même pas donnés au travail, hein. Je suis allée au travail. Je boitais et tout ça et j'ai déménagé et plus tard, on a été convoqués au tribunal. Déménager sans lui? Oui, sans lui, j'ai déménagé sans lui. Je suis partie dans mon nouvel appartement à côté de chez mes parents, tranquillement. Ça, c'était en novembre. Novembre, 2001. Donc opération, on va dire opération juin, déménagement dans notre appartement peut-être juillet et redéménagement moi dans mon nouvel appartement, novembre, novembre-décembre. Donc même pas un an,
Tout ça s'est produit et dans mon nouvel appartement, moi, j'étais là-bas, bah et là, arrivée dans mon nouvel appartement, avec le contre-coup, j'ai perdu 15 kilos en un mois. Mais là a commencé la dépression, en fait. Parce qu'aux yeux des gens, j'étais bien. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais tellement en mode dépression, je m'allongeais dans mon canapé et basta. Quand j'avais trop faim, je mangeais 2 cuillères de Nutella à l'époque. 2 je mangeais 2 cuillères de Nutella pour te dire, dans mon appartement, pendant un an, j'ai dû payer peut-être, 12-13 € de gaz en un an. Tu imagines? 12-13 €, ça veut dire que je consommais pas de gaz, je préparais pas. Bon, j'avoue que je commandais beaucoup aussi. Mais là, à cette époque-là, je commandais pas trop parce que j'avais pas faim. Je perdu 15 kilos. Je suis arrivée jusqu'aux 50, je faisais, ouais, 40 et quelques. Parce que je suis partie non, je faisais 62 kilos. T'enlèves 15 kilos. J'avais maigri, ça sortait partout et la phrase qui m'a fait mal, c'est mon père, il m'a dit: «Arrête, on dirait que tu es malade». Ça se voyait là, avec les yeux. On dirait vraiment que j'étais malade. Moi, je me trouvais belle parce que j'entrais dans les 36. Je te jure. Mais il y a les amis aussi, ils vont dire: «Ah ça tu rentres dans les 36 et tout, tu es mince et tout». Mais tu voyais, ça se voyait que j'étais pas bien. C'était pas ma forme, normale et quelque temps après, ben, il réapparaît. Il revient. Mais moi, j'étais comme si tu vois, hypnotisée. Tu vois, c'est comme quand ceux qui t'hypnotisent, ils claquent des doigts comme ça et tu bah, pareil. Elle dit: «Ouais, bah, ça va reprendre les procédures médicales», parce qu'on a commencé la PMA. Donc on va reprendre les procédures médicales. Ah moi, ah super. C'est la procréation médicalement assistée. Donc là, c'est vraiment comment la procédure qui te permet d'avoir des enfants, médicalement, en fait. La fécondation in vitro, c'est ça et donc ça, c'est une fécondation in vitro, c'est un des moyens. Parce que tu as d'autres moyens. Tu as aussi, l'insémination, mais c'est un autre cas pour d'autres personnes, en fait. Mais moi, comme j'étais stérile, c'était vraiment la FIV qu'il fallait et donc il revient, il me dit: «Ouais, on reprend?» Bah, moi, oui. Enfant, tout de suite, je repars. Encore les tromperies et encore les sœurs qui emmènent des maîtresses. Parce que comme je t'ai dit, les maîtresses, elles vont chez les sœurs. Mais moi, je te dis franchement, Précise, s'il te plaît, Natacha. les Il faut que tu sœurs précises ce que tu dis là. les maîtresses, bah, la maîtresse, quand il m'agressait physiquement, c'était une des meilleures amies de sa sœur. C'était une des meilleures amies de sa sœur qui était sa maîtresse. Et c'était son autre copine, on va dire, parce que maîtresse, faut qu'ils soient mariés, mais c'est son autre copine, c'est la meilleure amie de sa sœur. Donc les maîtresses les copines, là, elles partaient chez eux et une fois, j'avais vu dans son téléphone, j'avais appelé la fille très gentille. Moi j'agresse pas, c'est juste pour savoir, en fait. Donc j'ai appelé la fille, elle m'a dit: «Oui, mais je comprends pas, hier, j'étais chez sa sœur en plus, comme j'étais pas dans mon bon mois, je lui ai demandé, elle m'a donné c'est elle qui m'a donné des protections». J'ai appelé la sœur. Je lui ai dit: «Tu sais, tu es une femme comme moi». Une fois, je leur ai dit à ses sœurs, je dis: «Vous êtes toutes des femmes comme moi. Tout ce que vous supportez là, n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes comme moi. Ce que vous êtes en train d'accepter, peut-être qu'un jour vous le vivrez. Donc faites très attention». J'ai rien dit. Même la mère, j'ai dit: «Toi, ton fils, il emmène des femmes chez toi comme ça, défilement, ça te choque pas?» J'ai dit: «OK, c'est pas grave». Après on nous a sorti aussi les différences de confession, hein, mais bizarrement, quand il est avec une chrétienne, il est chrétien, quand il est avec une musulmane, il est musulman, s'il est avec une bouddhiste, sera enfin bref. Bon, donc en fait, il avait aucune confession, mais bref. C'est pas grave. Donc moi, je continue. Tout à l'heure, tu as dit que vous êtes allé au tribunal, un truc comme ça. Suite à la violence physique, tout à Exactement. fait. Comment ça s'est fini En fait, ce juste? qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à c'est pas la concertation, c'est comment ça s'appelle? Hem, c'est pas la concertation, c'est, quand vous devez les 2 parties se regroupent pour discuter, pour trouver une solution, en fait. Non, c'est pas la confrontation, c'est plus médiation, voilà, c'est le terme que je cherchais. La médiation, moi, ce que je voulais comme je te dis, je suis une personne gentille. Moi, j'aime pas voir les gens, moi, ce que je voulais, c'est juste qu'ils reconnaissent ce qu'il avait fait, tu vois? Reconnaissent, oui, parce que les faits sont là. Les faits sont là, les policiers sont venus pour te dire que quand ça s'est passé, je suis allée me réfugier chez le voisin et c'est ma sœur, donc ma meilleure amie là, qui est venue me chercher à l'époque avec son compagnon, en voiture, pour me ramener, chez mes parents. Donc pour te dire que les faits sont là, il y a témoignage et tout. Donc il a dit: «Non, il a pas reconnu». Mais moi, je suis pas méchante. J'ai écrit au tribunal, j'ai dit: «Écoutez, moi, tout ce que je voulais, c'est qu'ils reconnaissent. J'ai pas la force d'aller plus loin, en fait. Franchement, ça s'est passé et je sais que ça s'est passé.
La seule chose que je voulais, c'est qu'il reconnaisse. Moi, j'ai pas la force d'aller plus loin et donc ça s'est arrêté comme ça. Parce que j'avais pas la force d'aller encore au tribunal et manger: «Non, j'ai Ouais, pas fait». Je j'entends. sais que c'est vrai, j'aime pas et donc j'ai laissé. Mais après, au final, il est revenu et donc on est repartis, donc ça s'est passé et on est restés ensemble comme ça pendant, on va dire, 2001. 2001, depuis qu'on pense, ça vient, ça va, ça vient, ça va, jusqu'à 2004. Mais et toujours les on faisait les FIV et ça c'était négatif, toujours négatif, ça fonctionnait pas. Malgré les protocoles, différents trucs, ça fonctionnait pas. Parce que tu sais les examens, les rendez-vous, ils sont un peu éloignés aussi, comme c'est à l'hôpital, Les filles. c Les c'est la Faut que procréation. tu expliques. Ah la FIV, en fait la FIV c'est, donc il y a, comment dirais-je? C'est, comment je pourrais dire ça? C'est, le fait de, comment dirais-je? Bon, pour caricaturer, en FIV, dans une, fécondation naturelle, c'est monsieur et madame vivent ensemble et ils font un enfant. ouais. Dans la FIV, on prend la gamète de monsieur, on prend la gamète de madame, donc l'ovule et spermatozoïde, on les, incube afin qu'ils puissent, féconder et après on les met dans un incubateur justement pour que puisse, se développer l'embryon et après on les transfère dans le corps de la femme, dans l'utérus de la femme pour qu'il y ait nidation et là, après donc grossesse et continuation. Donc la FIV, c'est vraiment cette partie qui permet de faire le procédé naturel, mais de façon médicale. Voilà. Donc donc je sais plus, Donc donc tu en as fait plusieurs, tu as oui, dit. j'en ai fait plusieurs. Sachant qu'en fait une FIV en France, le protocole, ça comprend, les médicaments, ça comprend, tout ce qui est, comment dirais-je? Tout ce qui est autour, ça va être les échographies, toutes les différentes, radios et tout ça. Ça comprend également comment dirais-je? La comment on appelle? La ponction. La ponction, c'est quand on retire les ovules de la femme. Mmh. Ensuite tout le comment de la fécondation et ensuite le transfert et ça, imaginons que lors de la fécondation, il y a eu, je sais pas, 10 embryons. En France, on transfère 2. Maintenant, il en reste 8. On les congèle. La FIV, ça comprend le premier transfert et toutes les décongélations d'embryons. Ça veut dire que si tu as fait la première, ça a échoué. Quand on va décongeler et te remettre une deuxième, c'est toujours dans la même FIV. Quand on va décongeler pour remettre, c'est toujours dans la même FIV. C'est-à-dire que si tout il y a plus, donc là maintenant, on repart à une deuxième FIV et en France, tu as droit à 4 FIV. Donc ça peut te permettre d'avoir plusieurs étapes. Donc nous, on a fait 2 voire, 2 voire 3 et vers 2004, février par là, il m'apprend qu'il y a une fille qui est enceinte de lui. Alors là, mais c'est comme si on me mettait un coup de poignard parce qu'il y a une fille qui a échoué en fait, il y a pas très longtemps. C'est comme si j'ai un coup de poignard et là, j'en peux plus. Là, c'est bon, c'est fini. J'en peux plus. Je préfère arrêter là et je me dis: «Bah, qu'est-ce que je vais faire?» Je vais même plus travailler, j'ai plus goût à rien. Je me dis: «Bah, je vais partir» et j'appelle ma copine à l'époque, heu, je lui dis: «Bah, viens, on va faire des cours d'anglais». Donc on part, je lui dis: «Viens, on part en Angleterre», on a commencé à chercher l'Angleterre, l'Australie, tout ça et ma mère, elle me dit: «Mais attends, j'ai ma sœur qui est aux États-Unis, tout ça, vous allez partir mais pourquoi pas partir là-bas?» J'appelle, c'est ma tante, c'est la cousine de ma mère et je la connaissais depuis quand on était petits, on la voyait. Elle a dit: «Oui, il y a pas de problème, elles viennent et tout». Donc je suis partie avec ma sœur aux États-Unis pendant 1 an. Ah non? Ouais, Tu l'as laissé donc presque 1 an 10 oui, 10 mois, oui, 1 an. tu es Presque. toujours en couple avec ou pas? Bah non, là, j'étais plus en couple avec lui. Maintenant, je pars là-bas, je suis bien, mais il me manque quelque chose. Mais je suis bien, je m'amuse bien, mais c'est pas mon truc, en fait. Je suis bien, mais sans plus. Pour les vacances, c'est bien, mais rester, c'est pas mon truc et recontact. C'est ça la le déclic et donc il me dit: «Je reviens, on se revoit», mais il a un enfant. Mais cet enfant, moi, je l'accepte pas. Donc c'est comme si l'enfant, il est là sans être là et l'enfant, il a rien fait, mais moi, je l'accepte pas. C'est une trahison, en fait, pour moi. Donc je veux pas le toucher et je veux pas. Je le touche pas, je ne touche pas cet enfant. Je ne veux pas le toucher. Je dis: «Bah, c'est ton enfant, tu le touches». On est même partis en voyage, j'ai dit: «Je touche pas cet enfant». Parce que c'est un traumatisme
Et on continue à faire, l'examen. Bon, ça marche pas toujours et là, en février donc là, on est en 2005, on continue, mais c'est moins qu'avant puisqu'il a un enfant, lui, Ah bah oui. il est plus trop dedans. Donc c'est pas grave, mais il continue quand même, il vient, mais vu que tu sais, à l'hôpital, les rendez-vous sont longs. Il y a trop de monde, donc les rendez-vous sont longs, donc ça lui permet d'espacer aussi et donc il cet espace-là et on arrive vers, fin 2005 et là, je décide d'arrêter parce que le médecin me dit: «Oui, mais en plus, vous fumez et tout, ça peut aussi, jouer dessus et tout ça». Moi, je dis quoi? Bon, bah, j'arrête de fumer et je dis: «Non» et moi, je suis très spirituelle. Je dis: «Non, Seigneur, vas-y, aide-moi à arrêter de fumer parce que là, je fume un paquet par jour». À l'époque, c'était des Philip Morris, je me rappelle. Je fume, je dis: «Bon, j'arrête, demain j'arrête». J'ai acheté un paquet de 20. J'arrive chez moi, je m'enferme, je fume une cigarette, je broie les 19 autres, je jette. Le lendemain, j'ai couru direct au tabac, acheter un paquet et je me rappelle le 10 décembre 2005, je dis: «Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, j'arrête de fumer». J'ai fumé une cigarette. Je dis j'ai broyé les 19 autres, j'ai jeté. Le lendemain et je me rappelle, j'avais mon chef, mon responsable d'équipe. Il me disait: «Ici, nous, il y a personne qui fume, hein. Avec nous, tu vas arrêter de fumer, hein. Moi, ça fait 20 ans que j'arrête de fumer, toi, tu es avec nous ici, tu vas arrêter de fumer» et je dis: «C'est voilà, quand Dieu veut que tu arrêtes de fumer, il sait, en fait, il sait quand il va faire quelque chose, il va te mettre dans des conditions où tu vas, cette chose va arriver» et donc j'ai arrêté de fumer ce jour-là. J'ai dit à Dieu, je me rappelle cette phrase: «Si il m'arrive une chose très difficile et que je ne replonge pas, c'est que j'arrête de fumer» et donc en février, je me rappelle, fin janvier-février 2006, on refait une autre tentative et donc là, moi, j'y crois, j'ai arrêté de fumer. Donc là, ça va marcher normalement parce que le médecin a dit: «Tu arrêtes de fumer, c'est bon, ça marche» et là, j'attends la réponse, je suis au travail avec mon chef, super gentil, mon équipe, super équipe, bon et là, il m'appelle, je vais me mettre dans un coin et il me dit: «Madame Kofi, négatif». En plus, c'est vraiment comme ça, hein. «Négatif, c'est négatif. OK, bonne journée». Clac, ça raccroche et là, je m'effondre et je commence à pleurer. J'ai les yeux rouges, mais tellement rouges! Quand je suis sortie, mon chef, il a vu ma tête. Lui, il s'est dit: «Mais il y a un décès dans sa famille». Obligé. Vu la tête que j'avais, il a dit: «Non, il y a un décès. Il y a un décès». Il m'a dit: «Rentre chez toi». C'était un jeudi, je me souviens. «Reviens lundi». Il m'a dit: «Rentre chez toi, reviens lundi». Parce qu'il a vu ma tête. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé les fenêtres. J'ai fermé tout, tout, tout. À l'époque, là, j'avais plus de chien parce que c'est une autre histoire. J'ai fermé toutes les fenêtres, je me suis enfermée chez moi et j'étais là comme ça. J'ai appelé, répondeur. Franck, Franck, attention. répondeur et là, je suis restée là pendant jeudi, vendredi, samedi et samedi, j'ai une de mes meilleures amies. Je l'embrasse cette fille, vraiment merci. Elle est venue. Elle me dit: «Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, va te laver, on va sortir». Elle est venue, elle me dit: «Viens, va te laver, on va sortir». Je me suis lavée, on est sortis, on a mangé, on a rigolé, on s'est bien amusé. On est rentré 14 février, qui réapparaît? Franck, chez mes parents. Moi, je suis contente. Je Ah me dis: bon? «Waouh, 14 février, mais 14 février, Saint-Valentin, c'est génial!» Il va peut-être qu'il va me demander maman. Saint-Valentin chez mes parents. Je suis trop contente, j'arrive et tout. Et ma mère, elle me dit: «Ouais, qu'est-ce qui se passe?» «Oui, votre fille, nin nin Je comprends pas, je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Je pars, on arrive chez moi, elle me dit: «C'est fini». Je dis: «Quoi?» Et alors que vers le 2-3 comme ça, tu m'as même pas calculé, hein. On m'a dit que c'était négatif, c'est même pas si c'est positif, négatif, je t'en fous. J'ai dit: «OK». Ben, choc. J'ai dit: «C'est pas grave». À partir de là, j'ai dit: «C'est pas grave, c'est tant pis». Bon, je commence à vivre ma vie, je pars en vacances, en août et tout ça. Je reviens, octobre, septembre, novembre, il réapparaît. Ma grande sœur, elle m'appelle: «Oui, il y a ton ami là, il est venu me voir, il m'a dit vraiment, c'est toi la femme de sa vie, tout ça». Ah! Si lui, il vient voir ma sœur, franchement, ma grande sœur, je dis: «Bon», elle me dit: «Oui, non, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien». Bon, je dis: «OK» et c'est reparti, je retombe encore. Mais comme je te dis, je suis tellement j'aime tellement Dieu, pour dire ce qu'il est, hein, j'aime tellement Dieu, que on passe Noël avec nous
Et le lendemain, je sais pas pourquoi, quand Noël est passé, moi, déjà, je dis: «Bon», j'ai décidé d'accepter l'enfant. J'ai dit: «Ah bah, je vais accepter cet enfant maintenant». Parce qu'elle a rien à voir, en fait. Et Dieu, elle a dit: «Non, non, non, tu vas pas l'accepter». J'avais préparé un cadeau et tout. Je lui donne: «Tiens, va donner à ton enfant». Monsieur, il s'énerve. Tout seul. Il s'est rien passé. Il y a pas d'embrouille, il s'est rien passé. Il s'est énervé tout seul. Il a posé le cadeau. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas revu. Pas eu d'embrouille. J'ai dit: «C'est Dieu». Et là, j'étais chez moi, j'ai compris que non, 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 c'est bon. À partir de maintenant, la prochaine personne à qui je le dirai, c'est la il faut qu'elle veuille faire un enfant avec moi. Je vais plus m'accrocher comme ça, en fait. Après, il y a eu des histoires à l'église, des frères, ça c'est Explique-moi. en fait, il y a un frère à l'église, il était, C'est-à-dire que là, tu décides de ne plus être avec Franck c'est fini, définitivement. c'est même pas je décide, c'est fini, c'est Dieu, il a arrêté la relation. C'est-à-dire que Mhm. je te dis, depuis ce 26 décembre 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en jusqu'à aujourd'hui, il n'y a Le pas rien. de relation. Je l'ai plus jamais revu. Même dire que: «Ah, on s'est croisés dans une fête», non. Presque 20 ans. Oui, 2006. c'est ça. On s'est plus revus. Mhm. Je dis: «Mais si c'est pas Dieu, c'est qui?» Ah! C'est pas comme si on s'est disputé. Non, il y a pas eu de dispute. Il s'est énervé tout seul. Et donc, comme tu disais, là, je commençais à vraiment être dans la spiritualité et tout. Et donc j'ai rencontré un frère à l'église qui d'après lui parce que moi, pendant ce temps-là, savoir que quand c'est fini avec Franck, je vais rencontrer quelqu'un, mais c'était pas sérieux, je voulais pas trop. Et après, quand je suis arrivée à l'église, j'ai dit à Dieu: «Je vais me donner 3 ans», parce que j'avais dit 3 ans pour être, seule, pour être, chaste, en gros, on va dire 3 ans de chasteté. Et ça, quand tu parles moi, j'ai compris un truc spirituel, quand tu veux parler à Dieu, il faut parler dans ton cœur. Parce que quand tu parles, tout l'univers t'entend. Et quand j'ai dit 3 ans, j'ai dit 3 ans, on va dire 3 ans à partir, je sais pas moi, du 15 septembre, par exemple. Et 3 ans, le 15 septembre prochain, t'inquiète pas que l'univers, il sait que tu as dit 3 ans. Et donc là, pendant les 3 ans, je commence à aller à l'église, je m'applique dans l'église, vraiment, j'aime l'église et tout ça. Et et à un moment, il y a moi, j'aime beaucoup la musique, tu vois? Et ça me dit: «Ouais, la musique du monde et tout ça là». Donc moi, je prends mes CD, j'avais des centaines de CD, je les ai jetés. Elle dit: «Ouais, jette tes c'est la musique», tu vois? Moi, à l'époque, en fait, je n'avais pas compris et j'ai tout jeté. Mais j'ai pas jeté de moi-même. En fait, c'est mieux que ça vienne de toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, quand on te dit de faire quelque chose, c'est pas pareil. Parce que c'est comme si après tu vas le regretter, tu vois? Et là, c'est ça. En fait, j'aurais jeté de moi-même, j'en parlerais pas aujourd'hui, tu vois? Et donc je suis dans cette église et tout ça et les 3 ans et justement dans cette église, il y avait une maman que j'aimais beaucoup qui m'a dit: «Tu auras des enfants, ma chérie». Ma mère, elle me l'a dit, mais c'est rentré ici, ça sortait ici, parce que c'est ma mère. Mais quand cette femme l'a dit, c'est comme si c'était quelqu'un qui lui parlait au travers d'elle, tu vois? Et donc j au à la fin de ces 3 ans, il y a un frère, franchement, toutes les filles que je connais disaient que ce gars, il était beau. Tout même ma sœur, elle a dit ma sœur, ma cousine, toutes les filles que je connais ont dit: «Ce gars-là, il est beau, il est canon». Mais moi, je le voyais normal, mais tout le monde disait qu'il était beau. Et donc il me dit: «Oui, moi je te kiffe», bref, donc on se met ensemble et lui, je lui dis, parce que moi, je suis honnête. Mm. Et lui, il m'a dit: «Ah ouais? OK, d'accord». Il me fait tourner en bourrique, tout ça. Bon, malheureusement, on chute, hein, à l'église, on dit, «Tu chuté». C'est devenu la catastrophe, tout le monde en parlait. On dirait que j'avais volé à l'église, en fait. Tout le monde en parlait: «Oui, non, on va te rétrograder», tout ça. Je dis: «OK, ça m'intéresse pas». Donc au final, c'était fini. Mais après, j'ai compris qu'il sortait avec tellement toutes les filles de l'église, beaucoup de filles dans l'église. Mais bon, OK, ça c'était un C'est autre une arnaque. voilà, c'était une autre étape. Bah, après, ce que j'ai aimé, c'est qu'à l'église, vraiment, j'ai développé vraiment c'est une connaissance que j'avais besoin depuis toujours, mais ma relation avec Dieu est différente quand je suis seule avec Dieu. Voilà, c'est ça la différence. J'avais besoin de ça pour avoir beaucoup de connaissances, mais en relation avec Dieu, c'est mieux quand je suis toute seule. Et donc je suis partie de l'église, pas en mauvais termes, hein, c'est un moment de j'étais en formation, donc j'y allais plus à cette église-là et j'ai changé. Et après donc quelques mois après, bon quand c'est fini avec, ce jeune homme-là, mais vraiment 2 semaines après, j'ai mon téléphone qui sonne. Le téléphone il sonne, il y avait un frère que j'avais connu dans une église avant. J'avais dit: «Je partais à l'église». Quand j'ai arrêté de fumer, j'allais dans une église, donc j'avais connu ce frère-là, ce garçon-là. Et il m'appelle, il me dit: «Oui, ça va ça fait longtemps, tout ça». Il m'appelait de temps en temps, on s'appelait pour prendre des nouvelles. Et là, il m'appelle. Je dis: «Pourquoi tu m'appelles?» Je dis: «Ah, ce serait bien qu'on se voit et tout ça». Et là, je le revois. Ah, il avait changé, il était plus pareil. Avant, il avait des nattes collées, je déteste les nattes collées. Il avait des nattes collées et là, il avait coupé ses cheveux et ça passait, ça allait mieux.
J'ai dit: «Ah ça va et toi?» Il a l'air gentil et tout ça. Bon, on va manger, tout ça, ça commence, on sympathise. Je lui dis et tout, voilà, ah ben, et on sympathise, on passe du temps et tout. Donc je lui explique, voilà, moi, ma situation, parce que vaut mieux être honnête dès le début, comme ça, au moins, tu vas dire: «Je t'ai menti». Il me dit: «C'est quoi?» et tout, je lui explique et tout. Mmh, j'aurais pas dû lui dire. En fait, j'aurais pas dû rentrer dedans. Je lui explique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le dire à sa mère. Il est parti dire à sa mère. À savoir que déjà, sa mère, elle disait on n'était pas du même pays et qu'elle voulait pas. Bon, maintenant, il est parti lui dire ça, c'est pourquoi. Elle va dire quoi maintenant? Donc maintenant, j'ai dit moi, je savais pas qu'il avait dit. Donc un jour comme ça, donc on continue et tout ça et un jour comme ça, elle vient chez lui. Ce jour-là, j'étais là et elle me dit, je sais moi, je sais pas. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, la première chose que tu dis, c'est: «Ah bonjour, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Ça va?» Je sais pas, hein, après je peux me tromper. Elle me dit ah, elle me dit: «Je veux des petits-enfants». Je dis: «Pardon?» Elle me dit: «Oui, je veux des petits-enfants». Et je dis: «Mais, vous avez déjà 2 petits-enfants?» Parce qu'elle avait déjà 2 petits-enfants, de son cadet. Il avait déjà des enfants. Donc je me faisais déjà des enfants. Elle me dit: «Non, je veux des enfants de Mike». Et je dis: «Ben, quand le moment sera venu, on aura des enfants avec Mike». Elle dit: «Ah, tu es du style, elle parle cause toujours, quoi». Je dis: J'ai pas compris, en fait. Et donc moi, je partais chez Mike et tout, de temps en temps. Et quand je partais chez Mike, elle était là et elle mettait des trucs sur mes affaires. Je dis: «Mais c'est bizarre, pourquoi elle fait ce truc sur mes affaires?» Et lui, il me disait: «Non, elle veut te bénir». J'ai dit: «Eh, non, 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 faut arrêter ça. Tu je vois mes affaires sont mouillées, c'est quoi ça?» Je dis: «J'ai une mère. Si je veux être bénie, je vais voir ma mère, elle va me bénir, hein, j'ai des parents». Et elle fait ça à manger, elle ramène à manger et tout. Et quand je viens, elle pousse et tout mes trucs. Je dis: «OK». Et un jour et moi, je sais qu'elle voulait pas me voir. Je dis: «Mais» je lui dis: «Tu sais quoi? Elle a fait un truc à manger. Dis-lui c'est trop bon, pour voir si elle va ramener la bouffe. Pour voir vraiment si c'est moi qui me fais des films», tu vois? Et il lui dit: «Oui, ah c'est trop bon». Je dis elle dit: «Ouais, Nacha a dit ce que tu as fait, c'était trop bon». Et le lendemain, c'est fini, elle a plus ramené cette bouffe-là. Elle ramenait les autres trucs, mais ce que moi j'ai dit c'était trop bon, elle a plus jamais ramené. Elle venait et elle rentrait dans sa chambre. Je dis: «Pourquoi tu rentres?» Elle rentre, je ferme la porte. Un jour, elle me dit: «Mais» Parce que Mike, il vivait chez ses parents non, il vivait chez lui. et sa mère venait Oui, souvent. tout le temps. Et donc tout le temps, elle venait. Et donc et je fermais la porte, elle venait souvent, mais plus le vendredi parce qu'elle travaillait à côté le vendredi. Donc c'est le vendredi qu'elle venait. Ouais, moi j'étais là vendredi aussi donc et moi je fermais la porte. Je faisais exprès de fermer la porte. Et un jour, elle me dit: «Mais tu fermé la porte de la chambre?» Je dis: «Pourquoi?» Parce que je savais que je l'ai fermée. «Pourquoi tu me demandes si j'ai fermé la porte?» Parce que logiquement, moi, une maman elle rentre pas dans ta chambre. C'est logique, je sais pas pourquoi. Et donc il me dit: «Ouais, non, c'est ma mère qui m'a dit ça». Je dis: «OK». Et un jour, on s'assoit, elle me dit: «Oui», comme ça on discute. Elle me dit: «Ouais, ma mère elle m'a dit», je dis: «Comment ça ta mère?» «Ouais, parce que je lui avais dit que» je dis: «Eh». Ce jour-là, c'est comme s'il avait brisé quelque chose, que tu me dis pas en fait, il a dit à sa mère, il a dit à ses amis, il a dit à tout le monde. Il a dit à tellement de monde, à des gens qui ne voulaient même pas me voir, à des gens qui étaient sympas, à d'autres qui étaient pas mais tu ne diras pas tu racontes pas ma vie, en fait. Tu me demandes si je peux le dire, mais tu dis pas à tout le monde comme ça. Elle a dit à tout le monde. Et donc sa mère, elle disait il dit: «Oui, ma mère, elle m'a dit: "Tu vas avoir d'enfants"». Ma mère, elle m'a dit: «Qu'est-ce que je fais avec une femme qui a pas d'enfant?» Ma mère, elle m'a dit ceci, ma mère, elle m'a dit cela. Je dis: «Mais c'est comment?» Ma mère, elle m'a dit: «C'est toi qui veux ou c'est ta mère qui veut?» Il me dit: «Ouais, ma mère, elle m'a dit». Et un jour, elle m'a dit une phrase. Je me rappelle, on était, dans la voiture. Il m'a dit, «Mais pourquoi tu fais pas» entre-temps, celui de l'église là, il m'a dit une phrase parce que, c'est notre tous chacun avait sa phrase. Celui d'église, il m'a dit: «Waouh!» Mais en plus, elle disait comme ça, hein: «Mais tu sais que toi, tu ferais une très bonne maîtresse?» Comment ça? Mais une maîtresse, elle peut pas avoir d'enfant. C'est génial! Parce que tu vas pas lui coller un enfant sur le dos, si tu es une maîtresse. Mais oui, moi je ferais une très il m'a dit: «Moi je ferais une très bonne maîtresse». Je dis: «Mais j'étais choquée. Comment ça?» Donc j'ai laissé tomber. Donc ça c'était, une parenthèse. Et Mike il me dit: «Pourquoi tu te mets pas avec un homme qui a déjà un enfant?» Je dis: «Mais c'est quoi cette phrase?» Est-ce que tu vois la blessure que tu viens de dire là? En gros, si tu te mets avec un homme qui a déjà des enfants, il va pas te prendre la tête si tu as pas d'enfant. Je dis: «Mais j'ai dit en fait, cette phrase, c'était tellement un choc que je l'ai regardée. J'ai pas en fait, tu as pas de réponse à ça, en fait. Parce que je me dis: «Mais comment tu peux me poser cette question, en fait?» Parce qu'à la base, tu es avec moi. Donc pourquoi tu me poses cette question? Tu restes avec moi. Bah oui. C'était un problème.
Après, je dis: «Vas-y, c'est bon». En fait, lui, à un moment, je dis: «Écoute, maman m'a dit, telle personne m'a dit». Je dis: «C'est bon, stop, c'est bon, on arrête». Et on arrête. Après, il me cherchait partout, il voulait me voir partout. Et il y a une phrase que ma sœur, elle m'a dit, qu'elle m'a dit: «Ah mais il est bien, ah il est gentil, hein». Et moi, mes amis disaient: «Ouais, il est gentil, tu vois, il vient partout et tout». Moi, j'ai dit: «Bah, pourquoi? Mais non, mais en fait, il est gentil, en fait, en vrai. Il est gentil. Pourquoi je lui donne pas sa chance?» Ça, c'est la chance que j'aurais pas dû donner, enfin bref. Et donc là, maintenant, c'était vraiment les: «Ah, elle peut avoir d'enfants, les piques, elle peut avoir d'enfants, pourquoi tu restes avec elle? Regarde ton frère, il a des enfants, telle personne elle a des enfants, regarde». Maintenant, c'était vraiment ça maintenant. Mais c'est une femme qui a pas d'enfants, peut avoir d'enfants. Ton frère qui va une f personne non, mais je te parle d'une personne qui va à l'église, hein. Je te parle d'une personne qui va à l'église. Une personne qui est censée prier, une personne qui aime Dieu. Mais après, je me suis dit: «Mais c'est quel Dieu?» Parce que moi, le mien, en tout cas celui que moi je prie, il a de la compassion, il a de l'amour. Il a pas dit de torturer ces gens comme ça. Et ça, c'est que le début. Donc après avec, Mike, on commence à chercher un app moi je suis dedans, hein. Moi je suis toujours là, hein. Moi je cherche un appartement parce que pour moi il veut un enfant. Mais en fait, j'avais décidé de ne plus, m'attacher à quelqu'un pour, faire un enfant. Je me dis: «Oui, j'ai grandi, je sais qui je suis, je suis Natacha, je suis pas stérile», tout ça. Mais en fait, en moi, j'avais pas encore, guéri le fait de vouloir des enfants, tu vois? J'avais guéri ce fait que personne va venir me dire: «Ouais, tu es une femme, tu auras pas d'enfant», tout ça. Parce que tu me dis ça, je te recadre, mais j'avais pas encore guéri ce fait en moi que je voulais encore des enfants. Donc c'est pas que lui, c'était un jeu. Lui, c'était plus, «Non, on est qu'est-ce que tu veux? On est là, en fait. Puis tu as des enfants, tant mieux pour toi, si tu en as pas, tant pis, j'irai ailleurs, quoi». Et mais en fait, il était là, en fait, il était juste là pour être là. Voilà. Et à un moment, donc on a commencé à refaire les tentatives là, de procréation médicalement assistée. Et vu que j'en avais fait beaucoup avec, Franck, tu sais, ma réserve ovarienne, elle avait baissé. Elle avait chuté même. Elle avait baissé, c'était trop petit, elle avait chuté. On faisait, ça marchait pas, on faisait. Des fois, ça fait un ovule, des fois, ça fait un ovule, on fait la fécondation, ça marche pas. Et jusqu'à un moment, il y a un médecin, il a fait même une insémination. Je dis: «Pourquoi tu fais une insémination? Tu réfléchis pas? Tu peux pas faire une insémination si tu as pas de trompe, c'est pas logique». Donc je suis partie quand même, je l'ai faite. Et la dernière FIV qu'on a faite, non classique, je l'ai faite. Et il y avait qu'un seul. Et elle a implanté et ça a échoué. Mais ce jour-là, j'étais en train de conduire. Je conduisais pour rentrer chez mes parents. Et elle m'appelle. Et tu sais, à l'époque, on avait le kit main libre, donc ça se déclenche, tu vois? Et elle me dit: «Madame», bah, comme d'habitude: «Madame, c'est négatif». Mais demande où je suis. Tu sais pas où je suis, tu sais pas. Et là, c'est comme si tu sais quand on dit ça, tu as les larmes qui coulent en même temps. Donc je vois plus rien et je bug et je vois plus. Et ça va, j'ai les réflexes, je mets les warnings. Je mets le warning, ce qui fait que les voitures derrière, je pense qu'elles ont dû comprendre. Mmh. Et je trouve la bande d'arrêt d'urgence, je m'arrête et je commence à pleurer, 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 pleurer. Je commence à pleurer, je me dis: «Mais c'est» en fait, je pleure de colère. Je pleure même pas parce que ça a échoué, mais je pleure de colère parce que je me dis: «Mais j'ai failli mourir». Mais ils réfléchissent pas au mal qu'ils font aux gens. Même si c'est à l'hôpital, même si on est que des numéros, on est des êtres humains. On est des êtres humains. Demande où je suis. Demande s'il y a du monde à côté de moi. Imagine, je suis en train de faire à manger, tu me dis ça, je me mets un couteau. Imagine, je suis là, imagine, je me jette par la fenêtre. Demande, ils s'en fichent. Elle me dit: «Madame, c'est négatif». J'ai failli mourir ce jour-là, sur la route. Et j'ai repris le chemin, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et ce jour-là, en fait, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit: C'est bon». On est parti voir le médecin. Il a dit: «Écoutez madame, c'est bon, on peut plus rien faire. Vous avez trop fait. D'un moment, faut arrêter quand même». J'ai dit Après je dis: «Mais docteur, il me dit: «C'est fini». Après le Mike, il est là, il me dit: «Ah non, on fait comment? On fait quoi?» Non mais c'est exactement ça, franchement. Tu sais, je regardais, je dis: On fait comment? On fait comment?» Le docteur il dit: «Mais vous connaissez la fécondation in vitro, avec don d'ovocytes?» Je dis: C'est quoi ça?» Il dit: «Vous savez, il y a des gens qui donnent leurs ovocytes pour vous aider, parce que vous, vous en avez plus. Donc on va pas faire des fécondations pendant des années, ça va pas marcher». Il dit: «Ça se passe comment?» Il me dit: «Bah, ici en France, bah, déjà vous êtes» ce médecin-là, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est franc. Il a dit: «Bon, comme vous êtes noir», à l'époque,
le pays qui développait la fécondation in vitro, c'était le Cameroun. Il me dit le Cameroun à l'époque. Il me dit: «Allô Cameroun?» Je dis: «Ah, mais est-ce que vous savez qui je suis déjà?» Je savais pas si je suis camerounaise, sénégalaise, ivoirienne, malienne. Moi, je vais aller au Cameroun, comme ça, je débarque au Cameroun, je connais personne. Il me dit: «Non, mais c'est là-bas, comme vous êtes noir, vous avez plus de chances au Cameroun d'avoir cette possibilité. Mais bon, comme on est en Europe, vous avez, d'autres pays qui peuvent vous aider, comme l'Espagne, vous avez la comment ça s'appelle? La Belgique ou, la Grèce qui peuvent vous aider». Je dis: «OK, bon, on va voir ça» et on ressort de là, procréation médicalement assistée, tout ce qu'on avait fait en France, ça marche pas. Il me dit: «Bon, on fait quoi?» «Ben, on va voir à l'étranger». Le pire, c'est qu'il est avec toi. Il est là, hein, Il est là. lui, il est là, lui, hein. Il est là. «On va voir à l'étranger». Il me dit: «OK». Mmh. C'est pas le pire. Donc là, on avance et tout. Je prends des renseignements, associations, on va voir des associations, et il y a une association qui nous oriente vers l'Espagne. Parce qu'il y avait la République tchèque à l'époque. Les Tchèques, il y a pas de noirs, hein. Déjà là, il y en a un peu, mais en 2001, il y en avait pas du tout. Et donc on va en Espagne et tout, on voit comment ça s'appelle? Une clinique. Très bien, on va à la clinique et la clinique nous donne 2 possibilités pour, le rendez-vous, soit en visio, soit directement à la clinique. Donc moi, je dis: «Bon, ben, on va aller à la clinique». Faut payer les billets d'avion. Je les paye, on y va. On va à la clinique, ça se passe bien, on revient. Il nous envoie tous les documents. Il me dit: «C'est bon, maintenant on peut commencer». Mais pour commencer, il faut payer et heureusement, quand j'étais chez moi à un moment en 2008, fin 2008, j'ai décidé de repartir chez mes parents. Parce que j'avais déménagé dans l'appartement à côté. Mais fin 2008, j'ai décidé de repartir chez mes parents pour économiser. Mes parents, ils m'ont dit: «Oui, viens». Ma mère m'a dit: «Viens, viens, tu vas économiser. Tu vois, comme ça, quand tu vas partir de chez nous, tu vas pouvoir t'acheter une maison». C'était une bonne mais moi, je dis toujours: «Quand Dieu dit, il sait pourquoi il dit». Il avait déjà prévu que j'allais avoir des enfants par là, donc il a prévu que je reparte chez mes parents. Donc je suis repartie chez mes parents, je fais des économies et l'argent des économies. Voilà, ils disent: «Oui, il faut faire voilà, c'est le mon voici le montant, faut faire un virement». Il faut le faire tout de suite. Tu vas pas dire: «Attends, je vais prendre un crédit, qu'on me donne C'est ça. faut qu'on me le donne le crédit». Il faut le faire tout de suite Mmh. et donc combien? Ça coûtait combien? Alors les FIV, après selon parce qu'il y a des options, c'est comme les voitures, hein. Il y a des options, ça peut partir de 5 000, 6 000 à, 10 000, plus. Donc c'est, entre, 8 et 10. Et du coup, c'est quoi les autres? Bah, en fait, les options, c'est, si tu veux que ça dure plus longtemps, si tu veux, je sais pas, il y a, bah, tu veux qu'on, quoi les LDPI, tu veux qu'on regarde si ces embryons-là, ils peuvent vivre. Tu vois? Il y a plein d'options que tu peux mettre, tu vois? Il y a énormément de choses parce que c'est des cliniques. Ils ont beaucoup, beaucoup de c'est plus perfectionné, on va dire, que les hôpitaux. Donc ils ont beaucoup de matériel qui permettent de développer, ces techniques-là. Tu vois? Donc tu peux pousser parce que tu vois, par exemple, quand tu fais la procréation la FIV, quand tu mets en couveuse les embryons, tu dois les sortir pour voir s'ils sont grossis. Alors que tu as des machines où tu les laisses dedans et tu vois, microscope, tu vois si ça Ah oui, grossit ou non, mais pas. tout ça, c'est payant. C'est payant et donc par rapport à tout ça, tu rajoutes l'argent. Donc bon, heureusement que j'avais ces fonds-là parce que lui, C'est un risque, hein, investir sur ça. bah, oui, parce que lui, il dit: «Bah, attends», dans son esprit, il dit: «Bah, attends, c'est pas bah, ma mère, elle m'a dit, moi j'ai pas de problème, pourquoi je vais payer en vrai?» Donc il paye pas. Donc je paye et parce qu'en plus, il faut payer les billets d'avion, il faut payer la chambre d'hôtel et en plus, si tu rates l'avion, faut repayer le billet d'avion parce que des fois, on ratait les vols. Donc sur le coup, faut racheter un billet d'avion et quand on t'appelle, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent il soit là pour que tu puisses partir. Donc faut les sortir ces fonds-là et tous ces Et fonds-là c'est possible que ça marche pas? mais Bah bien oui, sûr, mais pareil. En fait, ils te donnent des probabilités, mais si ton corps il réagit pas, il réagit pas et ce qui s'est passé, c'est que justement, ça a pas marché. La première fois, ça a pas marché. La deuxième fois, ça a pas marché. La troisième fois, ça a pas marché et tout ça, c'est l'argent que tu payes. c'est combien en tout là? Tu à combien? Ah mais là, on est dizaines de milliers d'euros là. Des dizaines de milliers d'euros. Mais et en France, tu ne payais pas par contre? Non, en France, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Les 4, comme je t'ai dit là, les 4 filles, c'est pris en charge complètement par la sécurité sociale. Ce qui est bien par contre, quand tu vas à l'étranger, il y a un forfait
selon l'âge, parce que c'est jusqu'à un certain âge, je crois que c'est 43 ans maintenant, tu as un forfait que la sécurité sociale, ils te donnent. On va dire, je sais pas si c'est 10 000 €, ils vont donner peut-être, c'est le même montant, je crois, hein. On va dire c'est 1 000 € ou voilà, 1 000 €. Mais c'est gentil déjà. Tu as 1 000 € sur 10 000 € déjà, ça va. Mais 10 000 €, quand je dis 10 000 €, faut compter parce que des fois les gens ils s'arrêtent juste, à la clinique. Mais il y a les chambres d'hôtel, il y a le billet, surtout les billets d'avion, parce que du jour au lendemain, c'est pas comme si tu prenais un billet 6 mois à l'avance, tu as 60 €. Non, non, c'est pas ça. Tu as des billets, tu vas avoir des billets à 500 €, tu vas avoir des billets à 20 €, ça dépend des compagnies. Pardon. Et donc les 3 fois ça marche pas. Donc on a fait octobre, on a fait décembre et on a fait, mars, je en tout cas, 1er trimestre, 2016. 1er trimestre 2016. 2015. Là, on est en 2015 là, hein. Tout ça en 2015 et donc je décide, vas-y, on arrête. Dépression, je fais une dépression parce que les normales, ça marche pas. Là, on va dire, je gaspille mon argent, ça marche pas. Qu'est-ce que je veux faire? Une petite dépression, mais elle passe vite parce que j'étais dans une association et dans l'association, les femmes, elles se remontent le moral parce qu'on est toutes dans le même cas. Donc on se donne non, on se remonte le moral: «Non, ça va aller. Regarde, ah moi je connais tel médecin, moi je connais tel truc». Et là, elle donne les coordonnées d'un médecin. Un médecin qui est spécialisé dans ça, en France. Et donc je vais chez ce médecin-là, on prend rendez-vous. Elle me dit: «Écoutez, bah, moi je vois pas de souci particulier, mais je vais faire ce qu'on appelle». Il y a un nom, moi je dis que c'est une biopsie, mais c'est pas le nom terme exact. Elle me dit: «Une biopsie de l'utérus pour voir pourquoi ça tient pas». Parce que je comprends pas pourquoi ça tient pas, parce que vous avez pas de souci particulier. Donc on part et tout et on fait, cette biopsie, bah, qui donne rien parce que tout va bien. On a fait les mammographies, on fait tout va bien. Et on arrive, chez le médecin, il me dit: «Bon, reposez-vous», et là, je commence à faire de la sophrologie, de l'acupuncture et de l'ostéopathie, et je fais de la sophrologie, c'est super bien, mon corps il se détend et tout ça, et je vais en fait, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation. Heu, Tu découvres ton corps, en fait, c'est toi qui découvres, tu redécouvres ton corps, en fait. C'est une méthode de relaxation, et l'acupuncture, ben, les aiguilles là, c'est une technique, et au moment de l'acupuncture, celle qui le fait, elle me dit: «Mais, ça va pas vous?» Je dis: «Comment ça?» Elle me dit: «Votre corps, heu, refuse, le contact avec, le corps hospitalier, en fait. Il veut pas». Elle dit: «J'ai senti que vous refusez le corps hospitalier», et là, quand elle m'a dit ça, c'est comme si, j'ai une libération. C'est comme si j'ai un flash. En fait, oui, en fait, je déteste le corps médical parce que je déteste les internes depuis 2001. On est en Départ de 2015. départ. Voilà, et je déteste les internes. Depuis 2000, donc dès que mon corps, il voit une blouse blanche, que ce soit pour mon bien ou pour mon mal, il veut pas. Elle me dit: «C'est ça en fait, votre corps il veut pas parce que vous avez fait ce blocage sur ces internes-là». Je dis: «Ah». Je commence à travailler la sophrologie. Je dis: «C'est vrai». Mais même si je les aimais, j'avais un blocage sur eux, mais j'avais une culpabilité pour moi-même. Je me suis culpabilisée aussi parce que l'avortement, je me suis dit: «Peut-être que c'est ça qui a fait qu'il y a eu les fausses couches, Grossesse. les grossesses utérines». Je me suis dit: «C'est peut-être ça», et donc je m'en suis voulu. Et elle m'a dit: «Non, mais en fait, quand tu libères ton corps, ça va, en fait». Et là, c'est comme si c'est une libération. Quand je partais en séance de sophrologie, ça allait de mieux en mieux. Ça allait vraiment de mieux en mieux, et mon acupuncteur, oh, il était génial. Mon ostéopathe, tellement il était gentil. Il était tellement bien. Pour dire, on a tellement sympathisé que quand il est parti, il a quitté la France, tu vois, il est parti, je sais plus dans quelle île là, sa secrétaire m'a envoyé un message. On me dit: «Ah, le docteur tant, il part et tout, Natacha et tout». Tellement j'étais libérée. Je suis repartie, voir le médecin, et là, même le médecin, elle a dit: «Mais vous savez, quelque chose qui a changé, en fait. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Je pense que peut-être ça va marcher cette fois-ci». Et là, quand on a repris le protocole, ben, Avec le même monsieur. D'accord. avec le même, toujours Mike, hein, toujours Mike. On a repris avec Mike et tout, on est reparti, et là, on a refait, et là, comme par hasard, la donneuse, elle a eu un souci. Je dis: «C'est pas possible». Je dis: «Bon, vous continuez votre, programme, hein». Ça fait mal, hein. «Continuez votre programme». Moi, je continue, mais j'ai mal au bas-ventre, c'est gonflé, et on cherche une autre donneuse, ça se passe bien. La donneuse, on part 31 décembre.
nous dit: «Venez 31 décembre, transfert». Je dis: «Ah!» Bon, en fait, Noël, chez la famille, tout ça. 31 décembre, tout le monde, toutes les prières: «Oh non, on est tous avec toi», les amis, la famille, parce que les autres, je les avais pas dit. En fait, voilà, il y avait ça aussi. Quand je partais les autres, je ne disais pas à la famille. Et là, celle-là, j'ai dit à tout le monde, mes amis, ma famille, mes sœurs, tout le monde priait. Et là, quand on est parti, 31 décembre, on a mis en fait, moi, ce que je faisais, le médecin l'a dit, en fait, c'était le même médecin. Moi, le médecin de l'Espagne était gentil. À chaque fois que je partais la voir, elle était toujours enceinte. Et je dis: «Mais» la première fois que je suis partie, elle était enceinte et là, ça elle dit: «Cette fois-ci, ça va marcher» et donc elle est enceinte, elle a fait, elle a dit: «Mais allez vous a en fait, profitez de la vie». Parce qu'en fait, quand tu es enceinte dans la vraie vie, tu dis pas: «Bah, je vais rester allongée pour que ça» non, elle a dit: «Profite, ça doit tenir, ça va tenir». Les autres fois, vous étiez allongée, ça a pas tenu, non? Donc je suis partie, on est parti, on a fait les 31 là-bas, on a vu les traditions espagnoles, c'était tellement bien. On a passé le 31, 1er après l'avion, on est rentrés. Tranquille, ça se passe bien. Tout le monde attend les résultats. Vraiment, tout le monde est dans les starting blocks, ils attendent tous. Et quand le résultat il tombe, j'étais au travail, toujours au travail en plus. Je regarde, je vois le truc, je dis: «Non, j'ai peur parce que il y a eu trop d'échecs». Je me dis: «Non, là, qu'est-ce que je vais faire encore?» Et là, je regarde. En fait, j'ai pas vu que c'était tu vois pas positif. En fait, tu vois le nombre. Quand c'est négatif, c'est marqué négatif. Mais quand c'est positif, tu as le nombre. Et je vois, je sais pas quoi, beaucoup de UI là, UL ou UI, je sais plus. Et là, je dis: «C'est ça, en fait». Et je vois et tu regardes en bas et je crois qu'à un moment, il marque positif. Bref, je sais plus. Et donc je vois ça, je suis trop contente, je tombe à genoux, je commence à pleurer: «Ah merci Seigneur, je suis trop contente». Bon, j'appelle Mike parce que je suis gentille, je l'appelle, je lui dis: «Bah, c'est positif». Ouais, il est content aussi, voilà, bref. Et ma famille, tout le monde commence à sauter, ma mère, elle est contente, elle crie, tout le monde crie, ma sœur, tout le monde, ma copine, toutes mes copines et tout. Donc mais quand même angoisse parce que c'est toujours, bah oui, il faut que ça tienne donc angoisse, mais toujours prière quand même. Prière et tu sais, j'entends une voix qui me dit: «Bah, si je t'ai permis d'avoir ça, bah, ça va aller jusqu'au bout». Il y a une phrase qui dit, j'ai oublié le truc que je dis, heu, je me rappelle plus du terme, mais qui dit vraiment ça, je paraphrase pour dire: «Si je t'ai permis d'avoir ça, c'est que j'achèverai parfaitement». Et donc ça se passe et tout, je commence et tout, à sentir, mais tout le monde est heureux sauf personne qui va parler. Je t'ai dit ma famille, mes amis, une personne qui est pas dans ce bonheur-là. C'est la mère de Mike. Bah, elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout. Les enfants qu'elle voulait de Mike là, ça l'intéresse pas, en fait. C'est pas les enfants de Mike qui l'intéressaient. Elle, c'est se débarrasser de la personne qui est avec Mike, elle s'en fout les enfants. Pour te dire et donc Mike, je suis enceinte, un jour il me dit: «Quoi?» Je suis vraiment enceinte, presque à terme. Il me dit: «Ah, on va aller voir ma mère». Quoi? Toi-même parce qu'en fait, pendant qu'on discutait là, quand je t'ai dit, il m'a dit qu'il a dit à sa mère. J'ai dit: «Mais pourquoi ta mère elle m'aime pas?» Et la phrase qu'il m'a répondu, c'est quoi? «Elle est pas obligée de t'aimer». Elle t'aime pas parce qu'elle t'aime pas, elle est pas obligée de t'aimer. C'est vrai, elle est pas obligée de m'aimer. Moi aussi, moi j'ai compris ça. Maintenant, j'ai compris que maintenant, je vais la respecter. C'est tout. Parce que tu m'aimes pas. Je vais pas t et entre-temps, je t'ai pas dit. Parce que je dis que ça s'arrête là, ça s'arrête pas là. Moi, j'étais gentille, moi. Parce que moi, je ferais des cadeaux et je suis trop gentille. Je ferais des cadeaux et elle prend les cadeaux, elle les balance. À côté. C'est: «Ah, quand je t'offre une robe, ah, c'est pas ma taille». Mais c'est y a pas de merci, hein. Quand tu offres des boucles d'oreilles: «Ah, en or». J'ai dit: «Quoi?» Et je regarde Mike, tu sais, il secoue la tête. Je dis: «Mais arrête de secouer la tête, faut pas». Il m'a dit: Elle t'aime pas, elle est pas obligée de t'aimer». J'ai compris que là, il y a pas de juste milieu. Tu sais que et il y a une phrase aussi qu'il m'a dit, j'aurais dû comprendre ça depuis le début. Il a dit, heu: le lien du sang, c'est comme un élastique. Quand tu tires, ça revient toujours». Donc en gros, la famille, en gros, ça compte avant toi. Ça veut dire ça, en fait. Ça passe avant toi. Ou la femme, ça va, ça vient, mais la famille, ça reste. En fait, il faut comprendre en fait, il y a quand il me dit ça, faut que je comprenais pas. Moi, je dis: «Ah bah, il dit des phrases, mais je comprends pas, en fait». Et on avance, on avance et un jour, il me dit: «On va rencontrer, sa mère». Je suis enceinte, hein. J'avais une robe, tu vois? Moi, j'aimais bien le noir, donc j'avais mis une robe noire pour, arriver et je descends de la voiture et il y avait sa mère et sa copine à la mère et la mère, elle me dit quoi? Elle me dit: «Ah, tu as noirci, hein». Mais c'est normal, je suis enceinte, La copine, elle me dit: «Ah félicitations, ah tu es enceinte, félicitations». Je dis: «Attends, OK, c'est pas grave». Je les laisse parler, on monte dans la voiture, je le regarde, je parle pas, j'avance et l'accouchement.
Parce que là, j'avance. Ça se passe bien, tout se passe bien, la grossesse. Là, on est en 2016. Waouh, waouh. Parce que c'est 31 décembre 2015. Et là, on est en 2016. On est 15 vers ans quand même. 14 ans de ouais, combat. 15 ans. 15 ans, hein? 15 ans, ouais. 15 ans. Waouh. Et donc là, on arrive et tout, donc ça se passe bien, tout ça. Et un soir, tu vois, non, perdre des os. Je perds les os, je dis: «C'est quoi?» Je connais pas, première fois que je perds les os. Je perds les os, je vais, dans la salle de bain, je me lave, ça finit pas, je dis: «On y va, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital» et le médecin, ils ont dit: «Ah, elle a perdu les os, mais le col, il est pas ouvert». Ah! Bon, maintenant imagine les contractions. Donc je sens les contractions, mais bizarrement, ce qui est bien, c'est que je sais pas, mais je crie pas. Moi, je crie pas. Je les ressens à l'intérieur, vraiment, c'est: «Ah, ça fait mal, ça fait mal». Et donc j'appelle ma mère, il appelle ma mère il dit à ma mère: «Non, non, attends, après, vous allez venir après». Et vers 11 heures comme ça, qui débarque dans ma chambre? Merci, la mère de Mike. Je dis: «Mais elle fait quoi dans ma chambre, en fait?» Elle est là et en fait et tu vois, il y a le moniteur là. Tu vois tu vois quand tu as le monitoring, tu sais quand ça les contractions, elles arrivent. Elle dit: «Ah, mais les contractions, elles arrivent, hein, mais ça monte, ça monte, ça monte» et je sais que c'est en train de monter parce que je sens la douleur. «Mais pourquoi tu me le dis?» Normalement, c'était venu pour mon bien, de prendre la main, pour me dire: «Ah, du courage ma fille, mais tu es assise sur la chaise et tu me dis que le monitoring, il augmente. Pourquoi? En fait, tu es là pourquoi? C'est pas ça, j'ai besoin». Et donc vas-y, j'ai trop mal à la tête. Ça me fait mal, je souffre et mais je suis tu dois respecter, c'est la maman de quelqu'un, tu peux pas mal parler. Il y a l'infirmière, elle vient, elle dit: «C'est qui?» Je dis: «C'est la» tu vois l'infirmière, elle vient, elle peut pas t'ausculter, parce que si c'est ta mère, elle peut, mais c'est pas ta mère. Elle peut pas t'ausculter. Donc elle part et tout, à un moment, elle s'en va. Je lui dis: «Mais elle est venue pourquoi?» Et il me dit: «Elle est venue pour te voir». Mais pourquoi? Hein, c'est ça, je comprends pas. Mais en fait, j'ai compris que Mike, il voulait qu'elle vienne pour voir l'accouchement. Faut que tu vois. Parce qu'il faut pas dire que, peut-être qu'elle avait mis un faux ventre, tu vois? Ou pas. En fait, faut que tu vois l'accouchement. Tu vois, pour lui, c'est son ego. Faut qu'elle voit l'accouchement, tu vois? Et donc elle est venue, elle a vu, elle est partie. Et après donc ma mère, elle est venue après. Donc j'étais ouvert à 1. Donc ils m'ont emmenée dans la chambre là, ils m'ont dit: «Vous voulez la péridurale?» Mais comment tu peux poser cette question? La personne est en train de souffrir depuis 4 heures du matin, tu te demandes à 15 heures si je veux la péridurale. Bien sûr que je veux la péridurale. Donc je prends la péridurale et donc ma mère, elle vient, on parle, on rigole et tout, ça se passe bien et vers 22 heures, 22h30 comme ça, on me dit: «Ah, c'est chaud madame, là, on attend, la petite, elle vient toujours pas et faut qu'elle vienne parce que là, ça commence à devenir dangereux. On va faire une césarienne». Et moi, comment ça s'appelle? Baby Boom. Oh là là, je détestais les voir les accouchements et moi, je voulais trop voir une césarienne. Je sais pas pourquoi. Parce que j'aimais pas je voyais les accouchements, je dis: «Oh là là, imagine, il m'arrive, imagine». Donc il m'a dit: «Césarienne», je suis partie, mais césarienne, si je te dis que j'ai senti même ça, j'ai rien senti. Ça n'a rien à voir là. Même si on m'a frôlé, j'ai même pas senti. J'ai rien senti. C'est-à-dire que je Anesthésie. sentais rien du tout. Il m'a dit: «Mais ça y est, sors, hein, je vous coupe, hein». Je dis: «J'ai rien senti, je sens rien». Même qu'elle a soulevé comme ça, je dis: «Ah, c'est fini». J'ai pas senti, même Ça n'a qu'elle a rien à voir. j'ai rien senti. Il m'a montré la petite. Je dis: «Ah», mais ils l'ont emmenée vite parce qu'elle avait avalé du méconnu. En fait, c'est les selles, Liquide. les selles vertes. Elle a avalé un peu, donc il fallait aller nettoyer. Donc ils l'ont emmenée vite fait. Mais moi, je savais pas, ils m'ont cousu et tout ça, je suis partie dans la salle de repos et après le lendemain, je suis allée la voir, en néonat. Ça allait, ils lui ont enlevé les trucs et tout ça Waouh. et elle est née et tout ça. Mais donc la pendant tout le temps, les gens, ils sont venus. Ça faisait 15 ans. Les gens sont venus, ça se passait bien et voilà et donc on a grandi. Mes parents, toute ma famille, tout le monde était là et après on est reparti encore pour la Qu'est-ce que ça deuxième. t'a fait toi de voir ton enfant Franchement, au début, après j'y 15 ans croyais de pas. combat? Je la regardais, en fait, je dormais pas, je la regardais. J'y croyais pas que c'était moi qui avait pu mettre cet être, qui avait donné la vie à cet être, en fait. J'y croyais pas du tout. Je la regardais, je la regardais. Je dormais pas. Pendant des semaines, j'ai pas dormi. Parce en plus, tu vérifies là, c'est vrai, respirer tout ça. Donc pendant des semaines, j'ai pas dormi et même quand tu voyais, tu souffrais, tu vois, au début pour donner le sein. Tu souffres, tu vois? Mais même ça, je souffrais, mais je me disais: «C'est une bonne souffrance». Parce que c'est une souffrance que je veux. Il y a des souffrances que tu veux pas, mais celle-là, je la veux. Oui, je la veux parce que je l'ai tellement désirée et j'ai tellement voulu l'avoir que malgré tout ce qui s'est passé, on m'a dit: «Regarde comment tu es, tu sers à rien, aucun homme ne voudrait de toi». Même si aucun homme ne veut de moi, même si, même si je dois pas me mettre même si je dois être la meilleure maîtresse du monde, c'est pas grave, je m'en fous, je veux pas être une maîtresse parce que ça m'intéresse pas. Même si, je dois me mettre avec un homme qui a des enfants, je veux pas parce que je veux me mettre avec un homme avec qui je veux avoir des enfants.
j'ai traversé tout ça et me dire qu'aujourd'hui elle est là, elle est là. J'ai c'est comme si c'était, pas une libération, mais, une ch Une victoire. une victoire, merci, c'est le terme, une victoire et étant croyante, il y a dans la Bible, il y a une histoire qui s'appelle, c'est l'histoire de Anne. C'est Anne et Pénina. En fait, Anne, c'est exactement la même histoire. C'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y avait la 2e femme de son mari qui s'appelait Pénina et Pénina, elle la torturait toujours Mmh. et j'ai dit merci beaucoup à la maman de Mike. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle disait de méchant à Mike, que Mike venait me dire tellement brut, soi-disant parce que, c'est lui, il lui disait parce qu'il voulait qu'elle prie pour nous, mais il me disait ça brut comme ça. En fait, ça m'a donné une force, une envie de vraiment de prier, de dire: «Voilà, regarde-moi, comment je suis en train de souffrir là, regarde-moi». Je sentais en moi que j'allais, mettre au monde ces enfants. Je sentais que j'allais accoucher. Quand, comment, je sais pas, mais je savais que je devais mettre au monde des enfants. Incroyable. Je savais. Maintenant, après, c'est vrai que passer par toutes ces étapes-là, je me suis dit: «Mais» au début, je me disais: «Pourquoi?» Mais en fait, ce qui est bien en moi, c'est que je suis pas une personne qui montre. Donc pour les autres, ils disent: «Ah non mais Nacha, elle est forte et tout, c'est une femme forte». Mais en fait, je suis pas forte. Mais du tout. Quand je rentrais chez moi, je pleurais. J'ai tellement pleuré. Je pleurais, je mangeais pas, je pleurais, je disais: «Mais Dieu, comment ça? Tu m'as abandonnée, pourquoi tu me fais ça?» Et à côté, je disais: «Regarde, mais moi j'aime trop les enfants. Les bébés, j'aime trop les en» pour te dire, quand il y a des enfants avec moi, autour de on va dire dans une salle, il y a des enfants, ils vont venir vers moi. On va parce que je suis comme une enfant, en fait. Je vais parler avec des enfants, je parle avec des enfants, j'ai des trucs d'enfants. Oh non, et je pense que c'est en moi depuis que je suis petite. J'ai toujours été comme ça et heureusement que j'ai eu cette force-là parce que sinon, je pense que je sais pas si j'allais tenir. Mais je dis merci à Dieu parce que cette étape-là, ça me permet de voir mes enfants autrement. Des fois, je les regarde et j'ai envie j'ai envie de après je les regarde, je dis: «Ah, c'est toi qui les as choisis. Toi, les enfants, ils pourront te dire ces enfants-là, ils pourront C'est te dire: désiré même. Je t'ai rien demandé». Et moi, je vais dire: «Oui, c'est vrai, tu m'as rien demandé, c'est moi qui ai voulu que tu viennes». Ah oui. Et là, ils pourront me dire ça. Mais là, je les Du coup, regarde. le deuxième, il vient comment? Comment? Le deuxième. La deuxième, en La fait, deuxième, ok. on est reparti voir, le médecin. Pareil, hein? Ouais. Par contre, il fallait qu'elle re parce que comme j'ai fait une césarienne, il faut attendre 1 an pour que ça cicatrise bien, Mmh. tu vois? Donc, on est reparti la voir pour, voir si ça avait bien cicatrisé et donc, en 2017, 2017, oui, 2017, on est parti la revoir donc, c'est 2016-2017 donc, vers, septembre 2017, ça faisait 1 an. Donc on est parti la voir pour voir si ça avait bien cicatrisé. On a refait les examens. Tout a bien cicatrisé. Elle a dit: «Bon, bah, je vous donne mon autorisation. Vous pouvez repartir». Donc là, on est reparti dans la même clinique parce En qu'il restait Espagne, hein? encore en Espagne, il restait encore il faut les repayer encore parce qu'il faut repayer. Même s'il reste des trucs, il faut repayer Ouais, c'est pour ça que j'allais poser comme ah bah, question. oui, tu repayes. Il y a pas de: «Oui, tu as payé, c'est» non, 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 tu repayes pour remettre. Donc il fallait repayer, il fallait reprendre les billets, repartir dans le même délire, repayer, remettre. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme mon corps était déjà libéré, Ouais. tu vois? Il y avait plus ce traumatisme qui me retenait de Mmh. tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que la 2e, elle, dès qu'on a fait le nécessaire, heu, quand les tests sont arrivés, bah, c'était positif. Elle, il y a pas eu tout Il ça. y a rien eu. Elle, c'était Ouais. arrivé tout de suite. Bah, c'est pour ça que maintenant elle montre qu'elle, c'était positif, hein, maintenant, hein. Mais c'était positif, ça s'est bien passé et les parents étaient là, ma famille, tout ça donc là, avec la grande, ça se passe bien. Là, c'est vrai qu'en fait, il y a des choses aussi que on se rend pas compte, mais quand tu fais beaucoup de procréation médicalement assistée, faut savoir que toutes les hormones que tu auras reviendront sur l'enfant. Ah bah oui, le premier, parce que toute tu as pris des hormones, Beaucoup même. tu as pris beaucoup d'hormones et ça reviendra sur l'enfant et généralement, ça vient toujours sur les enfants filles. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que les enfants filles qui viennent de fécondation, généralement, elles sont plus en forme. On verra et la 2e, elle est un peu plus menue. Donc voilà, c'est Du pour coup, dire tu as que eu 2 filles. j'ai eu 2 filles, Combien d'années d'écart entre eux? 24 mois, 22 mois, Waouh! 22 mois, 22 mois. Waouh! Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Premièrement, sachez choisir la personne
avec qui vous allez. C'est la première chose que je dirais. Parce qu'il faut que vous ayez la même vision. Pour vous déjà, avant de faire des enfants. Parce que si vous êtes ensemble pour être ensemble, au bout d'un moment, vous allez changer, vous allez vous perdre. Il faut vous connaître. Mhm. Quand vous connaissez, vous savez ce que vous voulez ensemble, là, vous pouvez parler de parentalité. Parce que si vous n'êtes pas compatibles, dès le départ, c'est pas la peine d'aller ensemble. Ça, c'est la première conclusion que je dirais. La deuxième, je dirais que pour beaucoup, être parent, c'est avoir des enfants dans notre communauté. Comme je disais, on est, on, on se marie et on a des enfants. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Moi, je connais des couples qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ils n'en veulent pas du tout. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais à qui on n'accorde pas le droit d'adopter. Pourquoi pourquoi je dis ça? On va pas en fait, on va pas aimer l'enfant comme si c'était l'enfant de la famille. Alors que cet enfant, il veut de l'amour et nous, on a de l'amour à donner. Donc il faut savoir accepter de donner cet amour et de fonder cette famille ensemble, en fait. Ouverture d'esprit aussi. Oui, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture du corps, du cœur. Surtout parce que il faut que l'enfant ne sente pas qu'il a été adopté. Il faut qu'il sente il fait partie entièrement de cette famille. Et dans nos communautés, il faut encore travailler ça. Qu'est-ce que je dirais? Chose. Il y a trop de choses à dire sur ce sujet. Tu as parlé de mépris au début, comme titre. Oui, Pourquoi le parce mépris? que le mépris, parce que les femmes, beaucoup, j'ai eu une phrase qui m'a choquée, c'était un ventre cimetière. Le ventre cimetière, ça fait mal. Tu sais, je regarde beaucoup les Nollywood. Je regarde beaucoup les Nollywood et quand je vois les histoires des femmes qui vivent ce que je vis dans les films, je me dis, ça fait mal. On peut pas venir. Et généralement, les femmes qui disent ça, c'est des femmes qui justement sont des mères. C'est des mères qui se permettent de dire à d'autres femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants que elles sont comme ça. Normalement, on doit les accompagner, les aider. Prier pour elles. Si tu n'as pas de solution à leur donner, prie juste pour elles. Ou laisse-la tranquille. Laisse-les tranquilles. Parce que c'est un couple. Si mon fils, c'est pas ton fils, c'est le mari de cette personne. S'il a marié cette personne, laisse-les gérer. Je veux des petits-enfants, tu n'as pas à décider. Tu as eu tes enfants, laisse-les avoir leurs enfants, s'ils veulent des enfants. Et comment ils auront leurs enfants. C'est pas à toi de décider quelle femme il doit avoir, si et tu dois lui en chercher une autre, parce que il y a ça aussi, tu peux pas en avoir, je vais t'en ramener une autre. Non, tu ramènes pas d'autres femmes à qui que ce soit. C'est lui qui doit choisir. Il a choisi sa femme, il a aimé la marier. Laissez les couples. Les hommes, apprenez à protéger vos femmes. Les femmes, apprenez à protéger vos maris. Vous êtes un couple soudé d'abord avant de parler de quoi que ce soit dehors. C'est ça en fait. Parce que quand tu sors, voilà, comme je disais dans mon histoire, tu as parlé. Maintenant, tu as donné l'autorisation aux personnes extérieures, que ce soit les amis. Parce qu'il avait une amie. Elle était méprisante. Hein. Il en avait une autre. Génial. Elle était là, tranquille. Il a une autre. Il en avait. Elle est toujours là, mais je veux dire, elle est gentille, on rigole ensemble. Mais il y en a une autre. Elle méprisait, parlait. Mais parce que tu lui as permis. C'est terrible. C'est ça. C'est une ouverture. Tu permets à une personne de. C'est à toi de protéger la personne. Bah oui, la famille. Qui vont dire oui. Tu peux permettre il y a des petites sœurs même qui se permettent d'aller dire à la femme de leur frère qui est plus âgée. Ah, toi, stérile. Toi, stérile, là. Comment tu peux te permettre de dire stérile? La femme de ton frère. Attends de te marier d'abord, tu vas voir ce qu'on va te dire. Mais c'est ça, en fait, que je veux dire. Respectons déjà le couple. Laissons-les. Si on ne peut pas les aider, les accompagner, ne leur créons pas de la souffrance sur la souffrance. Parce que là, c'est encore la pression sociétale et familiale fait que soit les couples se brisent, soit déjà il y aura des disputes, et il y a des femmes qui perdent la vie. Hein. C'est ça. Il y a des femmes et des hommes. Il y a des hommes aussi qui vivent ces situations-là, qui perdent la vie parce que la pression de la société et de la famille. La société encore ça va, mais la famille, c'est la pire. Je dis ça va dans le sens où c'est plus éloigné. Si la société te dit tu dois avoir des enfants, mais que ton cercle familial te dit mais tu prends ton temps, va à l'école, marie-toi, voyager. Mais comment on peut te dire
Tu viens de te marier aujourd'hui, dans 9 mois, mais tu n'es toujours pas enceinte. Mais nous, on voyage. On doit visiter le monde. On vient de se marier. On visite le monde, on a décidé de créer des business, par exemple. On a décidé de créer, de se créer un patrimoine immobilier. Donc, il faut de l'argent. Les enfants, ça coûte de l'argent. Mais ça, ils comprennent pas ça dans notre communauté. Il y a une dame, et je la remercie, j'étais dans un atelier, elle m'a dit merci. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit merci parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai compris ce que je faisais subir à ma belle-sœur. Je dis ah bon? Comment ça? Elle me dit parce que oui, j'étais dans le corps du bourreau. Parce que je disais, mais toi, si t'as pas d'enfant encore, t'as pas d'enfant encore, t'attends encore pour avoir des enfants. Mon Dieu. Et là, j'ai compris que c'était vraiment une souffrance. Je dis, ah, quand tu as, ce que tu as, tu ne valorises pas. C'est quand tu n'as pas que tu sais que c'est ça de la valeur. Donc, je dirais, n'apportons pas plus de souffrance à ce que les personnes vivent. Et surtout, les couples, protégez-vous. C'est le plus important. Protégez-vous. Apprenez à vous connaître d'abord, avant de rentrer en couple, en vouloir avoir des enfants, à devenir parents. Apprenez à vous connaître, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux hommes? Parce que je pense que c'est eux qui ont la plus grande responsabilité même. Et comme je... Ils demandent beaucoup d'enfants. Oui, C'est pas forcément ceux qui s'en occupent le plus. Et c'est ceux qui laissent beaucoup, malheureusement, les autres se permettre de oui, c'est ça. faire. C'est ça, en fait, ce que Qu'est-ce je qu'on peut dis. leur conseiller? Bah, déjà, c'est vous qui allez choisir cette personne-là. Donc il faut vous protéger. Il faut protéger cette personne. À vous de dire à votre famille. Et heureusement qu'il y a des hommes qui sont comme ça, qui le disent. Et ça, franchement, ces hommes-là, je les respecte. Parce qu'il y a des hommes qui mettent leurs parents, ils leur disent, écoute, c'est ma femme, c'est ça que tu dois dire, qu'il doit faire. C'est ma femme. La situation de parents ou de stérilité ou quoi que ce soit, c'est entre nous. Ça, c'est entre nous. Si on veut devenir parents, le jour où elle sera enceinte, vous serez les premiers au courant. Mais pour l'instant, c'est entre nous. Ne venez pas tous les jours. Si vous avez quelque chose à dire, venez me le dire à moi. Protège ta femme. Et il y en a qui le font. Et ça, c'est bien. Et beaucoup vont dire, non, je les protège dehors. Non, il y a des choses que tu dois dire aussi devant ta femme. Parce que beaucoup vont dire, non, je parle à ma famille, ils s'en foutent. Hein, c'est chez vous là-bas. Mais elles, ils vont venir dire ça ici. Il faut que, peut-être un jour, dans un truc familial, quand une personne se permet, Oui. là, tu recadres tout le monde en même temps. Mais, on va dire, en parabole, si tu veux, mais tu recadres tout le monde. Comme ça, au moins, ils savent qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire. Ma femme, c'est ma femme. Mon mari, c'est mon mari. Si on veut des enfants, on aura des enfants. C'est pas votre problème. C'est le mien. C'est le nôtre. C'est pas votre problème. Quand je partais la mariée, là, comme tu dis, quand on va ensemble, là, je vous appelle pas. Hein. J'appelle aucun d'entre vous. Donc, si on veut des enfants, j'ai pas besoin de vous appeler. Donc, laissez-nous tranquilles. C'est ça qu'il doit dire. Et aussi, pour les hommes qui vivent la stérilité, là. Bon, eux, ça, il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui vont pas le dire. Ils vont tout mettre sur le dos de la femme, en fait. Comme ils ne le disent pas, personne au courant, donc c'est la femme. Soyez des personnes responsables. Ne soyez pas des lâches. Apprenez à parler. Parce que plus vous parlez, justement, vous trouvez des solutions. Vous allez trouver des solutions. Et surtout aujourd'hui, il y a des solutions. Que ce soit en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis, il y a des solutions. En Afrique, maintenant, il y a beaucoup de centres de PMA partout, dans beaucoup de pays. Donc parlez-en. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, entre vous. Entre vous déjà. C'est ça. Parce que si quelqu'un sait dehors que monsieur ne peut pas, ils vont se moquer de ton mari aussi. Et si mais quand on se moque de ton mari, on se moque de toi. C'est toi qui choisis cette personne. Personne n'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. Donc si on se moque de lui, c'est qu'on se moque de toi. Donc soit respectez-vous tous les deux. Tu vois? Donc c'est ça. Il y a ces choses-là que les couples doivent comprendre. Les familles, elles parleront toujours. Derrière, elles parleront. Mais si tu réussis à faire qu'ils n'arrivent pas sur ta femme et que ton couple est en paix, là, tu auras gagné. Là, c'est ça. C'est quand elle passe, vous arrivez quelque part, ils peuvent chuchoter. Mais quand toi, tu es là et que ils veulent parler et que tu les regardes, qu'ils se taisent, là, la femme, et vous avez gagné, en fait. Donc là, c'est ça que je veux dire. Protégez-vous. C'est la base de la relation. Un couple soudé, c'est la base de tout. Si vous n'êtes pas soudés, ça n'ira nulle part. Vous pouvez rester 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez vous séparer. Parce que la famille arrivera toujours à vous séparer. Donc, il faut commencer sur des bonnes bases. Sur des bonnes bases solides. Et il y en a, vous discutez simplement. En discutant. En fait, on le voit, mais on ne veut pas le... Comme je te disais tout à l'heure. Ah non, mais... Ah, il est gentil. En fait, il est gentil, lui, quand même. Mais si tu dis il est gentil, lui, quand même, ça veut dire que... Si tu as déjà dit il est gentil, lui, quand même, c'est que c'était pas pour toi.
Parce que quand c'est pour toi, tu dis pas: «Il est gentil lui quand même». Tu peux pas dire si c'est pour toi. Tu vas dire: «Ah non, franchement, moi, il est trop bien, je l'aime trop. C'est franchement» lui aussi va dire: «Non, c'est la personne qu'il me faut» et puis maintenant, si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, vous allez savoir que vous êtes fait pour être ensemble. Mmh. Mais si tu dis: «Non, mais tu sais, je sais pas, mais en fait, au final, je pense que ouais, Le peut-être il est doute. gentil». Non, c'est qu'il y a un doute. S'il y a un doute, c'est que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui, sont dans le même combat que tu as eu quand même pendant 15 ans, Mmh mh. heu, qui savent peut-être même qu'elles n'ont pas forcément les moyens, ça reste quand même un coût financier, Mmh. énergie, temps, qui ont décidé d'arrêter. Quels conseils on pourrait leur donner pour qu'elles se sentent quand même exister? Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'est pas une personne normale, Exactement. qu'on a l'impression que si tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas ta place sur terre. C'est ça C'est un peu l'impression et que c'est ça ça. donne. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces comme conseil à ces femmes? Déjà, quand tu nais, que tu grandis, tu es une femme, tu es un être humain. Tu es pas une génitrice, comme on t'a fait comprendre toute ta vie. Tu es pas une génitrice. Tu es pas là pour avoir des enfants. Tu es là pour être une femme, un être humain. Maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un si tu pas si c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être avec la personne qui match avec toi. Si tu es avec une personne qui comprend au bout des vous avez fait vous allez commencer une période de démarche, mais arriver au terme de ces démarches-là, si tu es avec la personne qu'il faut, tu vas pas te dire que je suis pas la bonne personne, je suis pas une femme ou un être humain. Parce que la personne va tellement te te mettre te donner la considération que tu mérites, que tu sauras que c'est pas parce que tu n'as pas eu d'enfant, physiquement, que tu n'es pas une femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant, selon plusieurs personnes, n'est pas la même chose chez plusieurs personnes. Tu peux être mère sans avoir porté d'enfant. Tu peux être mère sans avoir porté d'enfant. Il y a énormément de femmes sur cette terre qui ont donné de l'amour à des enfants qui n'étaient pas les leurs, physiquement, que même les enfants ne savent pas que ce ne sont pas leurs parents, que ce ne sont pas leurs mères. Beaucoup l'ont appris quand ces dernières sont parties, sont décédées. Parce qu'elles ont tellement donné d'amour. Donc c'est pas parce que tu n'as pas porté d'enfant physiquement que tu n'es pas une femme, que tu n'es pas une mère. Comme je disais, il y a tellement d'options sur cette terre. Si toi, tu aimes les enfants, c'est ton truc, parce qu'il y a des gens qui aiment les enfants. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'en adopter? Si tu ne peux pas en porter physiquement. C'est vrai que il y a une discussion, il y a un travail sur toi-même à faire pour dire: «Est-ce que porter des enfants, c'est vraiment ce que je dois faire?» Est-ce que c'est ce que c'est ce qui est pour moi, en fait? Parce qu'il y a des personnes, et des couples que j'ai connus qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et veulent pas pour création médicalement assistée. Ça les intéresse pas. Il y a le protocole, aller faire des piqûres, c'est pas pour eux. C'est lourd. Ah oui, c'est pas ils veulent pas. Donc ils ont décidé d'adopter. C'est long aussi. On n'a pas dit que c'était facile. C'est long, mais ils vont prendre le temps d'adopter et pour avoir des enfants. Il y a des personnes aussi qui vont dire: «Écoute, moi je veux même pas adopter, c'est trop long. Je veux peut-être adopter, oui, mais quelqu'un un proche, un enfant de ma famille ou mentorer aussi». Tu vois? De, prendre un enfant de ma famille, le faire grandir Dire. et l'accompagner jusqu'à ou même rien du tout. Ou même je suis la bonne tata, je te prends en vacances, je te prends, je voyage avec toi, mais tu n'es pas mon enfant. Il y a un couple, j'ai vu dernièrement. En fait, c'est dans nos communautés, c'est ça qui est plus difficile. Dans les autres communautés, il y a pas de moi, j'ai vu dernièrement un couple de personnes âgées d'une autre communauté, ils ont pas d'enfants. Ils ont voyagé, ils ont vécu, ils ont fait des trucs, ils ont pas d'enfants. Mais en fait, il faut qu'on enlève dans la tête que une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme. C'est pas un être humain même. Mais oui, C'est un non, faut qu'on c'est enlève faut que c'est ça le combat qui doit être mené, c'est de dire que tu es une femme. Déjà, tu es une femme avant d'être une mère, déjà. Donc prends ce côté de femme et si tu n'as pas, heu, si tu ne dois pas porter d'enfant, c'est parce que c'est il y a des corps aussi qui n'acceptent pas de porter c'est des ça. enfants. Il y a des corps qui n'acceptent pas de porter l'enfant. Si ton corps n'accepte pas, peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Donc à travailler en couple, à travailler sur ça, à savoir pour ce qu'on veut réellement. Parce que tu peux rentrer, dire: «Je veux passer l'accouchement» et finir pour dire: «Ah, Je voulais pas en fait. finalement, ouais, je ne voulais pas d'enfant». Mmh. Mes traumatismes d'avant voulaient que parce que mon arrière-grand-mère a dit à ma grand-mère qui a dit à telle personne que je devais avoir des enfants. Mais moi, non, je veux pas d'enfant, moi. Moi où je suis, je veux vivre. Parce qu'est-ce qu'ils disent? «Ah mais si tu as pas d'enfant quand tu vas vieillir, qui va»
Mais est-ce que depuis quand faire des enfants, C'est une retraite. c'est ça? Mais c'est la retraite. C'est un investissement pour l'avenir. C'est pas un investissement. C'est les parents qui doivent laisser des héritages à leurs enfants. C'est pas un enfant qui va venir parce que tu l'as eu, tu l'as mis au monde, qui va devenir te donner, ta retraite, c'est lui qui va payer pour toi. Non, il fait s'il veut et s'il a. Mais s'il veut pas, il est pas obligé, hein. Il est même pas obligé. Maintenant ici en France, on va dire: «Oui, non, il y a une loi», mais il est pas obligé. En plus, ils sont en train de réviser la loi. Donc il faut faire attention. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut se protéger. Il faut travailler ensemble. Déjà en couple pour savoir ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on veut, heu, ce couple-là, on peut rien contre lui. On peut rien contre lui. Il y a des couples qui ont pas eu d'enfants, ils étaient tellement soudés, tout ce qu'on a pu dire derrière, c'est pas leur problème, c'est pas leur problème. À vous de faire que ce couple-là dure et soit solide. Quand je dis solide, soudé, c'est mon mot préféré, c'est soudé. Parce que quand vous êtes soudés, vous savez où vous allez et personne ne peut vous déstabiliser. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle justement «15 ans pour être mère», donc qui raconte, mon parcours, depuis la stérilité depuis l'annonce de la stérilité jusqu'à, comment dirais-je? Jusqu'à ce que j'ai, mes enfants et également dans ce livre, je donne des explications aux couples et surtout aux couples noirs. Parce que comme on parlait des hommes, je donne aussi des précisions sur les hommes et également qu'est-ce que l'enfant? Voilà, qu'est-ce que l'enfant, en fait? Parce que l'enfant, ça va être, pour certains, le saint graal. Bah, pour ceux comme nous, pour moi, c'est comme si c'était le saint graal. Je me suis battue. Pour d'autres, ça va être, la continuité du couple. On est en couple, on a un enfant. Pour d'autres, ça va être un combat, une lutte. Voilà, c'est qu'est-ce que l'enfant? Déjà, il faut comprendre déjà et après comment je dis? Pour la communauté, comprendre que la stérilité, c'est pas une malédiction. Mmh. J'appuie sur ce mot. La stérilité n'est pas une malédiction, c'est une condition physique. C'est une condition et il faut surtout je parlerai surtout de l'infertilité parce que la stérilité, c'est une condition physique. Ça veut dire que moi, j'avais pas mes trompes. Il y a des personnes qui n'ont pas d'ovaires, des personnes qui sont incompatibles aussi. Mais l'infertilité, je dirais qu'il y a des traumas qui n'ont pas été soignés, qu'on n'a pas accompagnés pour que ces personnes puissent guérir. Et on vient encore rajouter une pression dessus. Je prends l'exemple de l'infertilité, je la mets en parallèle avec le déni de grossesse. Toujours. Parce que le déni de grossesse, on dit oui, à la fin d'un déni de grossesse. Mais qu'est-ce qui a fait que son subconscient a rejeté l'enfant qui était en elle? A rejeté. L'a placé de façon à ce que cet enfant ne soit pas visible. Qu'est-ce qui a fait? Et qu'est-ce qui a fait que le jour où on lui a dit qu'elle était enceinte, l'enfant est sorti, la grossesse est sortie. C'est comme, pour moi, je mets ce parallèle-là par rapport à l'infertilité, il y a quelque chose dans le subconscient qui fait que le corps ne retrouve pas ce côté de je dois accepter l'enfant. Comme moi, ce traumatisme qui était là par rapport à moi-même et aux internes, qui a fait que j'avais la possibilité, mais je n'y arrivais pas. Et voilà, c'est tout ça qui doit être, qui doit faire qu'on puisse justement trouver des solutions. Où est-ce qu'on trouve ton livre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon livre, je suis ma distributrice, donc je vous donnerai le lien. Ma propre distributrice, c'est un livre justement qui est facile à lire. Et ce livre ne parle pas que de stérilité. Parce que beaucoup pensent que ça parle de stérilité infertile. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs violences dans ce livre. Il y a eu la violence médicale, il y a eu la violence physique, psychologique, financière. Il y a trop de violence dans ce livre. Donc ça touche tout le monde. Tout le monde. Donc je parle de stérilité qui est la base, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais toutes ces violences, tout le monde le vit, toute personne le vit. Que ce soit les femmes, les hommes, tout le monde vit ces violences. Donc ce livre vraiment est comment dirais-je, est un livre qui pour ceux qui l'ont lu, disent que déjà ils ont découvert des univers qu'eux-mêmes avaient vécus. Pas forcément dans la stérilité, mais des violences conjugales, psychologiques.
financière. Quand tu dois te débrouiller toute seule, c'est dur. Parce que cet argent, je ne l'avais pas prévu pour ça. Ah oui, donc non, c'est un livre qui est pour tout le monde. Et aujourd'hui, pourquoi Je me lance sur YouTube pour impacter, pour que les personnes puissent comprendre que la vie que... Je dis pas que j'ai vécu, parce que je l'ai vécu. Que ce que j'ai vécu, ils puissent comprendre que ça peut toucher tout le monde. Mais quand ça vous touche, il y a des solutions. Ne restez pas, c'est pour que les personnes ne restent pas dans leur coin. Quand je regarde du YouTube, ça m'ouvre l'horizon. Je comprends que je suis pas seule. Je suis pas seule. Et je veux partager ça, ce que j'ai vécu, comme combat, comme joie, comme peine, à cette multitude, en fait. Mon mot de la fin, c'est... déjà, pourquoi ils doivent s'abonner à ma chaîne? C'est parce que on va grandir ensemble, on va partager énormément ensemble. Et on va rire, on va pleurer. Et les échanges qui se feront seront aussi bien de mon côté que de leur côté, parce qu'ils m'apporteront aussi. Même si j'apporte, ils m'apporteront aussi. Donc, le fait de s'abonner, on grandira et on pourra aller beaucoup, vraiment, et impacter vraiment encore plus de personnes. Parce que plus il y a de personnes, plus il y a des personnes qui pourront impacter les autres personnes. Voilà, c'est ça. Et mon mot de la fin, que je dirais, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis une personne rêveuse depuis l'enfance. Je dirais de croire en ses rêves. J'ai cru en mes rêves, je savais que j'allais être maman. Mais de se donner les moyens d'y arriver. Quel que soit le domaine, se donner les moyens d'y arriver. Que ce soit financièrement, que ce soit même s'entourer des personnes. Comme j'ai dit, mes amis étaient là pour moi. Ma famille était là pour moi. Donc, c'est pas forcément, parce que beaucoup vont dire oui, c'est pas que financier. L'amour est important. Je disais au début, j'avais peur de ma mère. Aujourd'hui, on discute comme des meilleurs amis. Parce qu'on a appris à se connaître. Donc, on discute comme des meilleurs amis. C'est ça, en fait. Il faut vraiment croire en ses rêves. Parce qu'ils se réalisent. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner. Et à très, très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.